La destruction est arrivée sans prévenir. C'était le début de la Ligue, le jeu de la mort. La Ligue a soudainement commencé, initiée par des créatures venues de l'espace. Au fur et à mesure que le jeu progressait, l'humanité a progressivement disparu. Mais cela ne les a pas effrayés. Ils étaient déterminés à réussir le dernier tour et à tout remettre en ordre. KH Chien, épuisé par ce combat brutal, rassembla ses dernières forces. Créant un caillot d'énergie, il balança brusquement sa main et la lança sur son adversaire. Cependant, l'attaque fut facilement déviée. Son adversaire, l'administrateur Jay, en charge de la deuxième zone du secteur terrestre, Séoul, Corée du Sud, soupira et dit que c'était dommage. « Vous étiez si près », ajouta-t-il. Chien tendit la main vers lui, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, son corps s'effondra au sol. Derrière lui, une fille blessée cria désespérément, l'exhortant à reprendre ses esprits, mais il ne répondit pas. L'administrateur Jay enjamba les cadavres et s'approcha d'elle, parlant d'un ton calme mais condescendant. Il expliqua que toute espèce destructrice qui passait toutes les étapes avait la possibilité de tout restaurer, c'était la récompense standard qu'ils offraient. Mais il était rare que quelqu'un parvienne au tour final. Même lui, l'administrateur, assistait à cela pour la première fois. Cependant, il semble que ce soit la fin pour vous deux. Au final, les destructeurs restent des destructeurs. La jeune fille serra les dents et prit une position ferme, déterminée à se battre. À ce moment-là, une faille apparut dans le ciel, et de l'intérieur, un œil massif émergea, entouré d'autres créatures venues de l'espace. L'administrateur Jay sourit. « C'est votre fin, dit-il. Au moins, soyez reconnaissant d'avoir attiré l'attention de l'univers entier. » Il frappa des mains et la regarda. « Si vous avez un dernier souhait, qu'il en soit ainsi. Je l'exaucerai en récompense du divertissement que vous m'avez fourni. » Elle resta silencieuse quelques instants, puis finit par parler. « Donnez-nous une autre chance, supplia-t-elle. » Jay rigola et secoua la tête. « Cela dépasse mon autorité. Peut-être que seuls les dieux pourraient aider. » Son corps tremblait alors qu'elle s'effondrait impuissante sur le sol. L'administrateur, l'appelant « l'étoile de l'épée », Janji, lui fit ses adieux et partit. Et ainsi, le 8e tour prit fin. La faction Mangang, autrefois dirigée par Chien, aujourd'hui décédé, avait perdu son dernier représentant. La Ligue avait échoué. Tel était leur résultat. Soudain, les yeux de Janji s'ouvrirent brusquement. Elle resta allongée, fixant le plafond pendant plusieurs secondes avant de se redresser brusquement. Elle examina frénétiquement son corps et regarda autour d'elle. C'était son ancien appartement. La confusion envahit son esprit. Quelques secondes plus tôt, elle était morte, elle en était certaine. Et pourtant, elle était là. Ses pensées furent interrompues par le bourdonnement de son téléphone. Quelqu'un lui avait envoyé un message. Elle le saisit immédiatement et, en jetant un œil au calendrier, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Avait-elle voyagé dans le temps, 10 ans en arrière? Son cœur battait fort dans sa poitrine. Ses amis Ko, Minnie et Ozen, ceux qu'elle avait perdus, étaient-ils en vie? C'est vrai. Elle était revenue 10 ans avant la création de la Ligue. Mais comment était-ce possible? Jay avait dit que c'était au-delà de ses compétences. Si elle était revenue avant la destruction, cela signifiait-il que Chien était également en vie? Sans hésiter, elle sauta hors du lit, se précipita dans son placard et enfila ses vêtements. Aujourd'hui était le jour J. Le championnat allait commencer dans quelques heures. Elle saisit son épée et sortit de la maison. Je dois trouver Chien avant que ça commence, pensa-t-elle avec détermination. Peu importe le nombre de joueurs forts qu'ils avaient rassemblés, la Ligue était un jeu de factions. La dernière fois, ils n'avaient été proches de la victoire que grâce au grand monarque de Mangang, Kong Chien. Sans lui, obtenir ce résultat aurait été impossible. Cette fois, ils allaient recommencer depuis le début, ensemble. Et cette fois, ils allaient terminer la Ligue une fois pour toutes. Pendant ce temps, dans la province de Janji, dans la ville d'Annan, un chantier de construction bouillonnait d'activité. Un jeune homme, portant une lourde charge sur le dos, s'est mis à monter les escaliers. Un de ses collègues a donné un coup de coude à son ami et l'a pointé du doigt. « Regardez ce type », a-t-il dit, impressionné. De nos jours, les jeunes abandonnent si facilement, mais lui, il donne tout ce qu'il a. À ce moment-là, Chien murmura, cet itinéraire consomme trop d'énergie, il est inefficace pour un travail de routine. Je suis trop faible pour ce genre de travail.
Cheyan avait alors 20 ans et travaillait comme ouvrier. Après avoir terminé sa tâche et déposé sa charge, il s'assit par terre et ôta son sac à dos. Il poussa un profond soupir. J'ai fait du bon travail, après tout. Après avoir essuyé la sueur de son front, Cheyan s'assit pour se reposer. Un homme à proximité jeta un coup d'œil à l'énorme tas de briques derrière lui et se tourna vers le patron. Je n'arrive pas à croire qu'une seule personne ait pu faire tout ça. Pouvez-vous le croire? Les jeunes d'aujourd'hui sont complètement différents, a-t-il déclaré en secouant la tête avec incrédulité. Le patron interpella Cheyan, et, ne te force pas trop. Tu finiras par te faire du mal. Cheyan hocha la tête avec reconnaissance. Merci, dit-il en s'asseyant à côté de lui. Le patron le regarda pensivement. Alors, tu as complètement abandonné l'école? Avec tes capacités, tu pourrais facilement entrer dans une université prestigieuse. Cheyan haussa les épaules. Cela n'a pas d'importance. Un diplôme universitaire ne garantit pas de quoi manger. L'homme à côté d'eux soupira. Mais pourquoi travailles-tu si dur tous les jours? Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu as pris un jour de congé. Cheyan sourit faiblement. Tout ça, c'est pour mon petit frère. Je veux qu'il vive dans le confort. Le patron hocha la tête en signe d'approbation et lui tendit une enveloppe. Vous êtes un brave type. Voici votre salaire pour aujourd'hui. J'ai même ajouté un petit supplément de ma poche. Cheyan le regarda avec surprise. Mais il me reste encore du temps. Tu as déjà fait ta part, l'interrompit le patron. Ce n'est pas aujourd'hui l'anniversaire de ton frère? Rentre tôt. Puis, avec un sourire entendu, il demanda, au fait, as-tu déjà choisi un cadeau? Cheyan hésita, puis hocha la tête. Ouais, j'ai quelque chose en tête. Après cela, il se dirigea vers le centre commercial et entra dans un magasin de vêtements. Une vendeuse joyeuse l'accueillit chaleureusement. Bienvenue, dit-elle avec un sourire éclatant. J'ai besoin de quelque chose pour mon petit frère. Il a 13 ans, a expliqué Cheyan. Ses yeux s'illuminèrent. Oh! Cela veut dire qu'il va bientôt entrer au collège. Que penses-tu de ça? Elle lui tendit un pull polaire. Il ira bien avec son uniforme scolaire. Et avec la remise de 30%, il lui coûtera 119 900 wons. Cheyan fronça légèrement les sourcils et posa une main sur son menton. 120 000 wons. C'est le total de mes gains de la journée. C'était trop cher. Le coupe-vent qu'il portait ne lui avait coûté que 30 000 wons au marché. Mais s'il achetait un pull bon marché, Juno ne l'aimerait peut-être pas. Si j'achète ça maintenant, je vais devoir sérieusement réduire mon budget nourriture et électricité ce mois-ci. Soudain, son téléphone a sonné. Il a répondu immédiatement. Junon? Quoi de neuf? La voix joyeuse de son petit frère résonna, c'est mon anniversaire aujourd'hui. On peut manger du poulet? Si tu as peu d'argent, ce n'est pas grave, ce que tu prépares est délicieux aussi. Cheyan sourit. Ce jour n'arrive qu'une fois par an. Nous devrions le célébrer comme il se doit. Bien sûr. Je t'achèterai aussi des vêtements de marque, dit-il en sortant l'enveloppe d'argent. Dis-moi quel genre de poulet tu veux et je te l'apporterai à la maison. Juno applaudit. Vraiment? Je vais tout préparer pour le repas. Après avoir raccroché, Cheyan se tourna vers la vendeuse. Je prends le pull polaire. Elle hocha la tête et commença à faire ses bagages. Veuillez patienter un instant. Cheyan sortit l'argent et lui demanda de vérifier le prix, au cas où. Mais elle ne l'écouta même pas, prit rapidement l'argent et lui tendit le sac. Merci pour votre achat, dit-elle en passant au client suivant. Cheyan jeta un œil à l'intérieur du sac et soupira. C'est la première fois que j'achète des vêtements à plus de 100 000 wons. Il espérait que Juno les aimerait. Il voudra probablement du poulet épicé. Je l'achèterai dans un magasin à proximité. En quittant le magasin, il s'est dirigé vers l'ascenseur, mais il a découvert une foule rassemblée autour de celui-ci. À ce rythme-là, nous allons rester coincés ici jusqu'au soir, marmonna quelqu'un, frustré. Il n'y a pas d'employé ici. C'est ennuyeux, s'est plaint une autre personne. Un nouveau venu a demandé, que se passe-t-il? L'ascenseur est en panne, a expliqué quelqu'un. On dirait que les autres sont en panne aussi. Cheyan fronça les sourcils. Les ascenseurs fonctionnaient quand je suis arrivé, mais maintenant, tout à coup, ils sont tous en maintenance.
Même l'escalator était hors service. Il soupira. Je vais devoir prendre les escaliers avant que ça n'empire. Il se tourna vers l'escalier de secours, mais une foule s'était déjà rassemblée à cet endroit également. Un homme poussa la porte du palier, mais une épaisse fumée noire commença à s'en échapper. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » a crié quelqu'un. « Je ne vois rien. »« C'est un incendie ?»« Soyez prudent » avertit une autre personne. Cheyenne, se frayant un chemin à travers la foule, atteignit la porte. Quelqu'un à proximité lui demanda s'il comptait essayer de l'ouvrir lui aussi. Il se figea, fixant la brume sombre. Ce n'est pas un incendie? Ça ne sent pas du tout le brûler. Alors, qu'était-ce que cette fumée? Cheyenne regarda attentivement à l'intérieur et vit des fragments de fumée noire flotter sur le palier. Soudain, la porte se referma avec un grand bruit, le faisant sursauter de surprise. Les gens autour de lui murmuraient avec confusion. Ça c'était quoi? Quelque chose l'a poussé dehors et a fermé la porte? Cheyenne resta figé, l'esprit en ébullition. Mais que se passe-t-il? À cet instant précis, les lumières de tout le centre commercial vacillèrent et s'éteignirent. Une voix résonna dans le haut-parleur, c'était celle du directeur qui s'adressait aux clients. Attention, clients. Le centre commercial est fermé pour la journée. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. Une vague de nervosité se répandit parmi la population. Est-ce un incendie? Demanda quelqu'un avec anxiété. Vite, il faut trouver une issue, a exhorté une autre personne. Est-ce que le téléphone de quelqu'un fonctionne? A demandé quelqu'un d'autre. Et si le bâtiment s'effondrait? Alors que la tension montait, Cheyenne sortit son téléphone. Une fumée étrange, une coupure soudaine et maintenant le centre commercial est en train de fermer? Il vérifia son appareil. Non seulement Internet était en panne, mais toute sa connexion était perdue. Ce n'est pas seulement un problème qui touche tout le centre commercial. Il se passe quelque chose de plus grave. La panique a éclaté alors que les gens se précipitaient pour s'échapper. Puis, sans avertissement, le monde lui-même a semblé changer. Une lumière vive a clignoté et, soudain, d'étranges fenêtres translucides sont apparues devant les yeux de tous. Une voix, froide et surnaturelle, parlait à travers les fenêtres. Message système, salutations, terrien. Vous êtes désormais connecté à la deuxième zone. Selon l'Union universelle, la Terre a été classée comme une espèce destructrice. Selon le verdict, la population de la Terre doit être réduite. Par conséquent, vous êtes désormais soumis à la politique d'extermination. Tous les humains, à l'exception d'une population nécessaire, seront éliminés. Il s'agit d'une mesure inévitable appliquée à tous les destructeurs en vertu de la Constitution galactique. Vous n'avez pas le droit de refuser. Tous les destroyers doivent prouver leur nécessité dans la Ligue. Seuls les joueurs auront le droit de participer. Le souffle de Cheyenne s'arrêta alors qu'il lisait le message. Politique d'extermination? Il eut à peine le temps de le traiter qu'une femme poussa un cri à glacer le sang. Tout le monde se tourna vers elle, elle regardait par la vitrine du magasin, tremblant violemment, se tenant la tête dans les mains, terrifiée. Cheyenne suivit son regard et sentit son estomac se nouer. Une créature massive ressemblant à une baleine flottait à l'extérieur du centre commercial. Son œil énorme et sans âme les regardait à travers la vitre. Pendant un moment, il resta simplement là, comme s'il les observait. Puis, d'un mouvement lent et désintéressé, il s'éloigna et disparut dans le ciel. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Cheyenne. Qu'est-ce que c'était que ça? La vue de la créature a brisé le peu de sang-froid qui restait chez les gens. Il faut sortir d'ici, a crié quelqu'un. Le chaos a éclaté. Les gens se sont précipités vers les escaliers, se poussant et se bousculant les uns les autres, désespérés de s'échapper. Cheyenne, cependant, resta figé. Est-ce que des créatures comme celle-là errent dans les rues maintenant? Mais Junon? Son frère était à la maison. Seul. Il se retourna brusquement, scrutant les alentours. L'ascenseur est en panne. L'escalier de secours est bloqué par cette fumée. Ce n'est définitivement pas sûr. Il ne lui restait alors qu'une seule option, les escaliers mécaniques. Il sprinta vers eux. Mais au moment où il s'apprêtait à descendre, il s'arrêta net. Une fumée noire montait dans l'escalator comme un être vivant. Quand est-ce qu'il est arrivé ici? C'est plus qu'une simple panne. Cheyenne serra les dents et jura à voix basse. Bon sang. Il resserra les lacets de ses baskets,
prit une profonde inspiration et alluma la lampe de poche de son téléphone. Je dois trouver une autre sortie et sortir d'ici. Juno, attends encore un peu, j'arrive pour toi. Pendant ce temps, dans le parking souterrain. Un groupe de clients coincés s'est effondré sur le parking, pour finalement se figer d'horreur. L'un d'eux s'est effondré au sol, tremblant. Quelqu'un murmura avec terreur, est-ce que ce sont des extraterrestres? Des formes sombres se cachaient dans l'ombre. Des voix inconnues résonnaient, résonnant d'un amusement étrange. Ils sont sortis de l'obscurité. Des créatures grotesques se léchaient les lèvres, leurs yeux brillants de faim. Les humains ont à peine eu le temps de réagir avant que la horde ne se précipite. Des cris remplissaient l'air tandis que les monstres déchiraient la chair, déchirant les gens. Certains croyaient encore qu'il s'agissait d'un cauchemar. D'autres étaient paralysés par la peur. Mais l'hésitation signifiait la mort. Avant même la création officielle de la Ligue, l'humanité avait déjà perdu un quart de sa population. Dans cette nouvelle réalité, un seul moment d'hésitation pourrait tout coûter. Les gobelins poussèrent des cris à glacer le sang alors qu'ils chargeaient vers la foule en fuite. Au milieu du chaos se trouvait J. Elle serra fermement son épée, se rappelant la toute première leçon que Cheyenne avait enseignée aux nouvelles recrues de sa faction, si vous voulez survivre, agissez sans hésitation. Sinon, celui qui mourra, ce sera vous. Avec cette pensée, elle s'élança en avant, se faufilant habilement entre les créatures monstrueuses. Sa lame les coupa une à une, ne laissant derrière elle que des corps sans vie. Maintenant, c'est ton tour, Cheyenne. Dans sa vie passée, ces petites gens auraient pu lui paraître ridicules. Mais dans son état actuel, il représentait une horreur sans précédent. Elle estima qu'il lui faudrait 2 ou 3 heures pour fouiller tout le centre commercial et le trouver. En brandissant à nouveau son épée, elle abattit plusieurs monstres, son esprit résonnant d'une demande silencieuse, « Cheyenne, montre-moi que tu peux survivre à cette ligue. » Entre-temps, Cheyenne continuait de courir tandis que le centre commercial s'effondrait lentement autour de lui. La fumée noire s'était propagée davantage, déformant la structure du centre commercial. Des fissures se sont formées sur les murs et des panneaux du plafond se sont effondrés sur le sol. En atteignant un autre escalier de secours, il saisit la poignée et tira. Verrouillé. Le désespoir lui serrait la gorge. Non. Il doit y avoir un autre moyen. Mais les sorties étaient complètement bloquées. Les fibres noires s'étaient étendues comme des vignes vivantes, recouvrant les murs et les portes. Quelqu'un dans la foule demanda d'une voix paniquée, « On ne peut pas gratter ce truc ?» Mais personne n'avait de réponse. Les gens ont continué à courir dans tous les sens, paniqués, se poussant et se bousculant, cherchant désespérément une sortie débloquée. Cheyenne se tenait au milieu de tout cela, le souffle coupé. C'était fini. Il n'y avait aucune issue. Son esprit s'emballa. Junon. Il devait joindre son frère. Mais comment? Son téléphone ne lui servait à rien. Il serra les poings, la frustration bouillonnant en lui. Alors? Il l'a remarqué. Une grande femme se tenait calmement au milieu du chaos, complètement indifférente à la panique qui l'entourait. Contrairement aux autres, elle n'essaya pas de forcer les portes. Elle ajusta simplement sa veste, fit un pas en avant et... Elle a applaudi bruyamment. Le bruit résonna dans le centre commercial, faisant taire la foule. Avec un sourire éclatant, elle les salua, « Bonsoir à tous. Aujourd'hui est un grand jour. Concentrons-nous pour pouvoir terminer cela rapidement, d'accord ?» Tout le monde se figea et se tourna vers elle. Elle continua, sa voix douce et autoritaire. « Bien sûr, ce n'est pas si important, mais dire bonjour fait partie de l'étiquette humaine, tu ne penses pas ?» Son sourire s'élargit lorsqu'elle posa une main sur sa hanche. « Je suis l'administrateur K, envoyé par le Bureau intergalactique de conservation des écosystèmes. » Un silence glacial s'ensuivit. Elle haussa légèrement les épaules. En termes simples, par décision du Haut Conseil de la Fédération Galactique, les terriens ont été classés comme une espèce destructrice. Les mots frappent comme un marteau. Ce qui signifie, continua-t-elle, que la Terre a été choisie pour l'extermination. Halètement. Incrédulité. Horreur. Elle soupira, plaçant une main sur son cœur en signe de fausse sympathie. Je suis vraiment désolé, mais les règles sont les règles. On nous a donné des ordres, alors nous les suivrons. Quelqu'un a pris la parole avec hésitation. Attends, tu n'es pas un employé de ce centre commercial, n'est-ce pas? Alors, de quoi tu parles?
Une femme secoua la tête et recula. C'est de la folie. On devrait attendre la police. Un autre homme murmura, elle a perdu la tête. L'administratrice cligna des yeux, l'air momentanément confuse. Puis, son sourire revint. Ah, je vois. Tout le monde n'est pas capable de reconnaître une opportunité, même lorsqu'elle est juste devant eux. Elle leva la main et, d'un mouvement de doigt, deux zones apparurent devant elle, l'une verte, l'autre rouge. Chacun avait un symbole flottant au-dessus de lui, vert, un cercle, 0, rouge, une croix, X, l'administrateur K leur fit un geste. Si vous acceptez l'extermination, entrez dans la zone verte 0. Si tu ne le fais pas, alors entre dans X, elle joignit les mains et sourit. Ceux qui entrent dans la zone rouge n'auront pas à participer à la Ligue. C'est simple, n'est-ce pas? Puis, au-dessus de sa tête, un compte à rebours est apparu. 5h 4h59, je vous donne 5 minutes pour décider, dit-elle gaiement. Mais dépêchez-vous. Dans d'autres endroits, la Ligue a déjà commencé. Une seconde de silence stupéfait. Puis, sans hésitation, la foule s'est précipitée dans la zone rouge. Ils ne se souciaient pas de ce que cela signifiait. Ils voulaient juste vivre. Tous sauf un. Cheyenne. Il se tenait seul dans la zone verte. Les gens étaient choqués. Mais qu'est-ce qu'il fait? Murmura quelqu'un. Est-ce qu'il a vraiment accepté cette folie? Demanda un autre, incrédule. De l'autre côté de la pièce, un homme a crié, et viens ici. Tu es fou? Cheyenne ne bougea pas. A-t-il soutenu cette politique d'extermination ridicule? Bien sûr que non. Mais, à l'heure actuelle, le seul choix correct était 0. Une voix résonna dans sa tête. C'était l'administrateur K. Pouvez-vous m'entendre? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. La Ligue avait officiellement commencé. Les yeux de Cheyenne s'écarquillèrent alors qu'il se tourna immédiatement vers la femme. Pourquoi, sa voix est-elle dans ma tête? L'administrateur K sourit. Tu es le seul à avoir choisi 0. C'est drôle. Sa voix était calme, amusée, comme si rien de tout cela n'était vraiment une question de vie ou de mort. C'est un canal privé. Seuls vous et moi pouvons communiquer ici, a-t-elle poursuivi. Puis, elle lui a fait une offre. Avant que le temps ne soit écoulé, essaie de convaincre la majorité des gens ici présents de choisir également 0. Si tu réussis, je te récompenserai. Son sourire s'approfondit. Il n'y a pas de punition pour l'échec. Mais nous savons tous les deux ce qui va arriver, n'est-ce pas? Le regard de Cheyenne se tourna vers les personnes qui se tenaient dans la zone rouge. Ils ne peuvent pas l'entendre? Est-ce seulement possible? Mais compte tenu de tout ce qu'il avait vu aujourd'hui, la fumée noire, la réalité déformée et maintenant cette ligue folle, il ne pouvait pas ignorer cette possibilité. Si c'était réel, alors il pourrait vraiment mourir. Sa mâchoire se serra. Il fit un pas en avant et éleva la voix, écoute-moi attentivement. Son ton urgent coupa les murmures de la foule. Tu dois choisir 0. Si tu restes en X, tu mourras. Un moqueur est venu de la zone rouge. Un homme a ri. C'est ridicule, ricana-t-il. Arrête de te comporter comme un guerrier. Viens ici ou reste là et tais-toi. Sa petite amie soupira en sortant son téléphone. C'est tellement énervant, murmura-t-elle. Je ne peux même pas poster à ce sujet. L'homme secoua la tête et se tourna vers la foule. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement stupides. Cheyenne serra les dents et les poings. Vous voulez tous rentrer chez vous en vie, n'est-ce pas? Sa voix résonna à nouveau. Son regard perçant scrutait les visages des personnes debout en X, vous avez tous vu l'annonce, n'est-ce pas? Elle dit clairement que l'extermination de la population de la Terre commence. Et nous n'avons pas le droit de refuser. Un silence nerveux se répandit dans la pièce. Cheyenne continua, sa voix ferme. La seule chance de survie s'appelle la Ligue. Et pourtant, vous n'avez pas dénoncé la politique d'extermination, n'est-ce pas? Les gens de X seraient dire. Vous vous êtes exprimés contre la Ligue. Leurs expressions s'assombrirent. Quelle que soit cette Ligue, en faisant partie de X, vous avez renoncé à votre droit de survivre. Ils voulaient que tout cela soit un mensonge. Mais si c'était réel? Alors ceux qui avaient choisi X avaient accepté une exécution immédiate. Certains ont hésité. D'autres tremblaient. La réalité de la situation s'est imposée.
Il y avait certainement ici des gens qui avaient déjà compris que le monde avait changé. Ils avaient tout misé sur l'idée qu'ils pourraient simplement s'en aller. Mais si l'enjeu de ce jeu était leur vie, il n'y avait alors pas d'autre choix. Le compte à rebours continuait. 16H00. 3-0-0. 2-0-0. Soudain, ils se sont brisés. Les gens se sont précipités dans la zone verte. Toute la foule s'est précipitée à l'intérieur, à l'exception de 2 personnes. L'homme qui s'était moqué de Cheyenne restait figé sur place, abasourdi. Il était si confiant une seconde plus tôt. Maintenant, il regardait tout le monde se retourner contre lui. « Vous êtes des idiots », grogna-t-il. Vous tombez dans le piège de sa manipulation. Quelqu'un dans la foule l'a interpellé. « Allez. Viens ici. Ne sois pas têtu. » Il serra les poings. Mais avant qu'il ne puisse bouger, le compte à rebours a atteint 0. Un doux carillon résonna dans l'air. Alors, 100 ? Les gens de X ont été instantanément massacrés. Des cris ont éclaté. Un membre coupé tomba au sol, atterrissant au pied de l'homme qui criait quelques instants plus tôt. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Puis il a crié. Les gens étaient bouche bée et avaient des hauts-le-cœur devant cette vision macabre. Cheyenne regarda les restes. L'odeur du sang et de la chair brûlée remplissait l'air. Ses mains tremblaient. Tout ce que cette femme a dit était vrai. C'est réel. L'administratrice s'est approchée de lui, ses talons claquant contre le sol ensanglanté. Elle avait l'air amusée tandis qu'elle essuyait une goutte de sang de quelqu'un d'autre sur le visage de Cheyenne. Incroyable, murmura-t-elle. Sa voix résonna à nouveau dans sa tête. Tu as gagné. Elle a souri. Comme promis, voici votre récompense. Une interface lumineuse apparut devant elle. Elle ouvrit son inventaire et en sortit un objet noir et élégant. Les armes à feu sont interdites jusqu'à ce que la Ligue démarre officiellement. Dit-elle d'un ton léger. Mais je fais une exception pour toi. Elle lui a tendu l'arme. Voici un pistolet et 10 balles. Considérez cela comme un bonus spécial. Cheyenne regarda l'arme dans ses mains. Le poids était solide. Réel. Ses yeux se tournèrent à nouveau vers l'administrateur K. Attends, tu vends ce genre de truc, demanda-t-il, dégoûté. Elle rigola. Il y a un temps pour tout. Elle a incliné la tête. Et alors? Tu sais comment t'en servir? Son regard brillait. Dans ce monde, une arme vaut plus que de l'or. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit retentit. Un bruit bas et guttural. Les têtes des gens se sont levées brusquement. Une forme se déplaçait dans l'ombre. Un homme descendit l'escalator en titubant, le visage pâle de terreur. « Aide-moi !» Puis quelque chose le frappa. Du sang éclaboussa le sol. Son corps s'est effondré. Des halètements et des cris remplissaient l'air. Les yeux de Cheyenne s'écarquillèrent. Une silhouette est apparue en haut de l'escalator. Les mâchoires de la créature dégoulinaient de chair. Il se lécha les lèvres avant d'avancer. La foule recula en tremblant. Le cœur de Cheyenne battait fort. La Ligue a déjà commencé à exister ailleurs. Les paroles de l'administrateur K résonnaient dans son esprit. Ce monstre, fait-il partie du jeu? La créature grogna. Alors il a chargé. Un rugissement assourdissant résonna dans les étages supérieurs. Puis, un flot de gobelins déferla sur les escaliers mécaniques. Leurs sourires tordus, leurs yeux vicieux, leurs armes sales dégoulinantes de sang frais, une horrible vague de monstres s'abattit sur les survivants. La panique a explosé dans la foule. Des cris retentirent tandis que les gens se retournaient pour courir. L'administrateur K, cependant, rit de joie. « Oh, ne restez pas assis là à trembler !» cria-t-elle joyeusement. Elle a frappé un pétard, et celui-ci a explosé dans les airs avec un crépitement aigu. La formation commence maintenant. Les gobelins poussèrent des cris aigus et chargèrent. Les humains désespérés se sont dispersés. Mais les gobelins étaient plus rapides. Ils bondirent en avant, coupant les jambes, abattant ceux qui ne pouvaient pas les distancer. Les victimes s'écroulent, leurs cris se transforment en appel à la clémence. Mais il n'y avait aucune pitié. Les gobelins se sont rassemblés pour les maintenir au sol. Certains se griffaient le visage. D'autres rongeaient leur chair. Un homme poussa un cri perçant,
se débattant impuissant tandis qu'un gobelin enfonçait ses dents acérées dans son épaule. Un autre s'est accroché à sa jambe. « Aidez-moi » cria-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsque les créatures le déchirèrent. Du sang giclait sur le sol. Ses cris se transformèrent en gémissements gargouillants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cheyenne, caché derrière un portant à vêtements en métal, retenait son souffle. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est un massacre. Il ne pouvait pas mourir ici. Pas encore. Il devait survivre. Il devait trouver Junon. Avec précaution, il jeta un œil hors de sa cachette. Les gobelins se régalaient toujours de leurs victimes. D'autres se précipitèrent devant lui, leurs visages déformés illuminés par les lumières vacillantes du centre commercial en ruine. Cheyenne déglutit difficilement. Si je bouge maintenant, j'aurai peut-être une chance. Il a allumé la lampe de poche de son téléphone. Alors une ombre bougea. Un gobelin apparut dans sa vision périphérique. Son sang se glaça. Le visage grotesque de la créature se tordit en un sourire. Il émit un cri aigu et passa sa langue sur son couteau rouillé. Le souffle de Cheyenne s'arrêta. Puis, le gobelin s'est précipité. Merde! Il tomba en arrière, levant son bras pour se protéger. Le gobelin frappa, manquant de peu sa gorge. Mais la lame effleura son flanc. Une piqûre acérée le transperça. Du sang chaud jaillit de la blessure, trempant sa chemise. Serrant les dents, il donna un coup de pied, faisant trébucher le gobelin en avant. La créature est tombée mais a immédiatement essayé de ramper vers lui. Cheyenne pressa une main sur son côté saignant. Merde, c'était pas passé loin. Le gobelin tressaillit et grogna. Mais, ça n'a pas résisté. Il a juste rampé. Les yeux de Cheyenne se plissèrent. Pourquoi ne se lève-t-il pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarda autour de lui. Les autres gobelins chassaient toujours, déchirant les gens. Mais il remarqua quelque chose d'étrange. Certains d'entre eux tombaient également. Et quand ils tombaient, ils avaient du mal à se relever. C'est ça? Une nouvelle idée s'est formée dans son esprit. Il fit un pas en arrière. Son pied a heurté quelque chose. Un portant à vêtements en métal. À ce moment-là, un homme le dépassa en courant, un gobelin le poursuivant juste derrière. « Éloigne-toi de moi » sanglota l'homme. Le gobelin leva son couteau. L'homme a trébuché. Le gobelin s'est précipité. « Aide !» Sans réfléchir, Cheyenne saisit le poignet de l'homme et le tira sur le côté. L'attaque du gobelin a raté. Il a trébuché. Puis, il est tombé. Comme Cheyenne l'avait prédit. Le gobelin se débattit, s'agitant sur le sol. Il ne pouvait pas tenir debout. Le pouls de Cheyenne battait fort. C'est leur faiblesse. Une fois qu'ils tombent, il leur est difficile de se relever. S'il utilisait ça, il pourrait peut-être survivre. Cheyenne attrapa une tringle à vêtements, son cadre en métal froid contre ses doigts. Le gobelin devant lui tressaillit, essayant toujours de se relever. Sans hésitation, il abaissa la rampe. Fissure. L'impact a écrasé le crâne du monstre. Du sang jaillit de sa tête, éclaboussant le sol. Le gobelin s'affaissa. Mort? La poitrine de Cheyenne se souleva tandis qu'il regardait la créature sans vie. Ils ne sont même pas si forts que ça. La prise de conscience le frappa comme un éclair. Il leva les yeux vers les autres, qui couraient toujours pour sauver leur vie. Esquivez-les, cria-t-il. Un homme paniqué, échappant de justesse à l'emprise d'un gobelin, tourna brusquement la tête. De quoi diable parles-tu? Hurla-t-il. Esquive-les, insista Cheyenne. Cours dans la direction opposée à la dernière seconde. Les survivants hésitèrent. Alors, n'ayant pas d'autre choix, ils suivirent son ordre. Au moment même où les gobelins se jetaient sur eux, les humains se sont précipités dans des directions différentes. Les monstres ont complètement raté leur cible, leur élan les déséquilibrant. Un par un, ils s'effondrèrent sur le sol, leurs membres flottant en l'air. Ils ne peuvent pas se lever, s'est exclamé quelqu'un, choqué. Un homme attrapa une tringle à vêtements et plissa les yeux en regardant les gobelins tomber. Je ne sais pas pourquoi, dit-il en levant l'arme, mais tuons-les. D'un coup brutal, il fracassa le crâne d'un gobelin. Un autre survivant a fait la même chose. La foule s'agita.
Cheyin prit une profonde inspiration et cria, « Ramasse tout ce que tu peux. Combat. Si tu veux vivre, tu dois les tuer. » La peur brillait encore dans leurs yeux, mais le désespoir était plus fort. Ils se sont armés, des portants à vêtements, des présentoirs cassés, tout ce qu'ils ont pu saisir. « Faites-les tomber, » rugit Cheyin. Une fois qu'ils sont tombés, ils sont sans défense. Quelques personnes échangèrent des regards. L'un d'eux a demandé avec hésitation, « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Un homme essuya la sueur de son front. « Je ne sais pas, » a-t-il admis. « Mais s'il y a une chance, il faut la saisir. » Cheyin hocha la tête. « Que ceux qui ne peuvent pas se battre éclairent le chemin. Utilisez vos téléphones. » À ce moment-là, quelqu'un s'arrêta pour le regarder. Un homme aux larges épaules et au visage sévère, sa posture rigide de discipline. Ses yeux se plissèrent alors qu'il regardait Cheyin abattre un autre gobelin avec facilité. « Qui est ce type ?» pensa-t-il. Bientôt, les survivants ont inversé la tendance. Un par un, ils massacrèrent les monstres. Puis, silence. Haletant, Cheyin essuya la sueur de son front. Son corps lui faisait mal, mais ils avaient gagné. Soudain, l'homme qui ressemblait à un soldat s'approcha de lui. Il tendit sa main calleuse. « C'était incroyable », a-t-il déclaré. « Grâce à vous, nous avons survécu. » Kankangu, se présenta-t-il. « J'ai servi dans les forces spéciales pendant des années. » Cheyin regarda le physique robuste de l'homme et pensa, il ferait un bon allié. Mais maintenant, ce n'était pas le moment de faire confiance. Il a ignoré la poignée de main. Au lieu de cela, il marmonna, les gobelins n'arrêtent pas de trébucher sur des objets. Leurs jambes sont trop faibles par rapport à leur corps. Kangu cligna des yeux, surpris. Il jeta un coup d'œil au gobelin tombé. Maintenant que j'y pense, il a raison. Mais dans le chaos de la bataille, comment cet étudiant au hasard avait-il pu remarquer quelque chose comme ça? Et tu as quand même réussi à diriger les gens? Kangu expira brusquement. Et ensuite? Tu as un plan? Cheyin scruta la pièce. Des corps ensanglantés. Des survivants pleurent leurs proches. D'autres sont sous le choc, incapables de bouger. Ils n'étaient pas prêts pour un autre combat. Mais la bataille n'était pas terminée. Il se tourna vers le son de cris perçants lointains des gobelins toujours cachés dans les étages supérieurs. Cheyin serra la mâchoire. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », a-t-il déclaré. « Aide-moi. » Les yeux de Kangu brillaient d'intérêt. « Quel est le plan ?» Cheyin se dirigea vers une pile de cartons. Il pressa ses mains contre eux et commença à pousser. Barricade. Kangu haussa un sourcil. Leurs jambes sont faibles. Si nous construisons un terrain surélevé, ils ne pourront pas grimper, explique Cheyin. Nous devons empiler les barrières en cercle. Lorsqu'ils essaient de les escalader, nous les abattons avec des tuyaux. Kangu écoutait attentivement. Alors, ses oreilles aiguisées captaient des cris faibles et étouffés venant d'en haut. Son estomac se serra. L'administrateur. Cette femme folle avait appelé cela « entraînement ». Et la formation n'était pas encore terminée. Ce qui signifiait que davantage de monstres arrivaient. Kangu expira. Ce gamin? Ce n'est qu'un étudiant, mais il est vif d'esprit. Intelligent? Impitoyable quand il le faut. Il hocha la tête. Très bien, dit-il. Allons-y, il s'avança, saisissant les lourdes caisses. Retournez les présentoirs, ordonna Cheyin. Empilez-les par paire pour qu'ils ne bougent pas, alors qu'il travaillait rapidement, Kangu lui jeta un dernier regard. Ce type? Il pourrait effectivement nous faire sortir d'ici. Un homme scrutait les gens qui travaillaient ensemble, les sourcils froncés. Que font-ils? Murmura-t-il. À côté de lui, une femme plissait les yeux. C'est l'étudiant qui était responsable plus tôt, n'est-ce pas? Sa voix était incertaine, presque maladroite alors qu'elle l'appelait. Cheyin se tourna et croisa son regard. Tu essaies d'arrêter les monstres, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Nous aussi, nous t'aiderons. Dis-nous simplement ce que nous devons faire. Ce serait plus facile si nous travaillions ensemble, n'est-ce pas? Cheyin hésita un instant, puis hocha la tête. Très bien, dit-il. Ses yeux parcoururent la foule, puis se figèrent lorsqu'il aperçut deux petites filles parmi elles. Même les enfants, de l'âge de Juno, sont ici. Un nœud serré se forma dans sa poitrine,
mais il se força à se concentrer. Écoutez bien, ordonna-t-il. Retournez les stands et empilez-les sur 2 niveaux. Vous autres, trouvez tout ce qui peut servir d'arme. Déplacez-vous en groupe au cas où il resterait encore des monstres. Les gens se sont précipités dans l'action, travaillant ensemble pour fortifier leur défense. Cheyenne recula, scrutant les barricades. Boum. 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 Un bruit de pas lourd et rythmé résonna dans l'air. Le sol tremblait. Quel est ce bruit ? A crié quelqu'un. Le bruit devenait plus fort, plus proche. Les gens étaient figés de peur. Ça vient de l'escalator. La panique a éclaté à nouveau. Prends quelque chose. Maintenant. Est-ce qu'il reste des tuyaux ? Oublie ça. Utilise ce que tu as. Et puis, les gobelins ont chargé depuis l'étage inférieur. Leur visage grognant et tordu émergeait de l'obscurité, une fille est apparue derrière eux. Les yeux de Cheyenne s'écarquillèrent de choc. J. Avant qu'il ne puisse réagir, Kyanga a crié, tous ceux qui peuvent se battre, partez maintenant. Cheyenne leva la main. Attendez. Mais J a agi en premier. À la vitesse de l'éclair, elle a traversé les gobelins devant elle. Du sang giclait sur le sol tandis que leur corps s'effondrait en un instant. Elle s'avança, sa lame dégoulinant. Les yeux de Cheyenne se plissèrent. Elle n'a pas hésité du tout. Elle les tue sans hésiter. Elle ressemble plus à un monstre qu'eux. En le remarquant, l'expression de J s'adoucit. Relief. Elle le cherchait. Derrière elle, les survivants se sont rassemblés, sous le choc. Tu as vu ça ? S'exclama quelqu'un. Elle les a abattus d'un seul coup. J les ignora et se dirigea vers Cheyenne. Elle le regarda dans les yeux et dit, restez vigilant. Cheyenne haussa un sourcil. C'est tout ce qu'elle a à dire ? Alors, son instinct lui criait dessus. Ses yeux s'écarquillèrent de peur soudaine. J a balancé son épée. Cheyenne fit un bond en arrière et sa lame transperça la gorge d'un gobelin juste derrière lui. La créature gargouillait, ses yeux se révulsant. J tourna l'épée, sa voix calme. Les gobelins ont d'excellentes capacités de régénération. Même les blessures légères guérissent en quelques minutes. Le gobelin tressaillit sur le sol, ses blessures commençant à se refermer. Elle l'a saisi par le cou et l'a tailladé. La tête roula sur le sol. Le souffle de Cheyenne s'arrêta. Ses poings se serrèrent. Tu en sais beaucoup sur les monstres. J croisa son regard et sourit. Bien sûr. Elle fouilla dans sa poche, en sortit un paquet de cigarettes et en alluma une. Parce que j'ai déjà vécu ça. Cheyenne se raidit. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Kangu s'avança. Vous venez des étages inférieurs, n'est-ce pas ? A-t-il demandé. Quelle est la situation là-bas ? J a tiré une bouffée de sa cigarette. C'est à cet étage que l'on trouve le plus de survivants, a-t-elle déclaré. Du 2e sous-sol au 7e étage. Elle expira un nuage de fumée. Ce ne sont que des cadavres. L'air devint froid. Les survivants se déplaçaient avec inquiétude. L'expression de Kangu s'assombrit. Du B2 au 7e étage ? Ouais, dit J catégoriquement. Les mains de Cheyenne se resserrèrent en poing. Alors, ça veut dire qu'elle s'est frayé un chemin jusqu'au sommet. Seule. Même avec une vraie épée, est-ce possible ? Il ne savait pas qui était cette femme, mais une chose était claire, elle était dangereuse. Il devait rester à l'écart. Mais alors ? J se tourna vers lui. Et dit, je n'ai pas encore trouvé ton petit frère, Kong Juno. Le cœur de Cheyenne s'est arrêté. Un frisson soudain parcourut sa colonne vertébrale. Elle connaît Junon ? Ses doigts tremblaient. Elle a continué, je ne connais que son nom. Le pouls de Cheyenne battait fort. Son souffle s'accéléra. Alors, il a sorti une arme. Le métal claqua lorsqu'il le pointa directement sur elle. Des halètements éclatèrent parmi les gens autour d'eux. Ouah, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Où diable a-t-il trouvé une arme ? Les mains de Cheyenne tremblaient de colère. Comment connais-tu mon frère ? Demanda-t-il. J'y souris simplement. Écartez-vous, dit-elle en agitant sa cigarette. Parlons-en. Ils se dirigèrent vers les toilettes, loin des autres. À l'intérieur, le silence était étouffant. Cheyenne leva à nouveau l'arme.
Parle. Maintenant. Comment sais-tu pour mon frère, grogna-t-il. Mais qui es-tu? J s'appuya contre l'évier et expira lentement. Puis elle dit, c'est ma deuxième fois. Cheyenne se figea. Son estomac se serra. Son emprise sur le pistolet se resserra. J leva les yeux. Ce jeu, murmura-t-elle. Ce n'est pas ma première. Cheyenne la regarda, abasourdi. J rencontra son regard calmement. Je m'appelle J, dit-elle. Puis, ces mots suivants brisèrent sa réalité. Je suis retourné 10 ans en arrière dans ce monde. Son souffle s'est arrêté. Nous nous sommes rencontrés environ 5 ans plus tard, a-t-elle poursuivi. Et ensemble, nous avons atteint la fin de cette ligue. Sa voix était ferme, mais ses yeux avaient un poids qui lui envoyait un frisson dans le dos. Il y avait encore beaucoup de joueurs avec nous à l'époque, a-t-elle déclaré. Certains se sont battus pour l'argent et le pouvoir. D'autres pour la liberté. Et certains, seulement pour le roi. Elle fit un pas lent en avant. Nous étions la faction la plus puissante de la Terre. Le cœur de Cheyenne battait fort. Mais à la fin, sa voix baissa. Nous avons échoué. Un lourd silence remplit l'espace. Cette fois, je suis venu te chercher plus tôt, dit-elle. Puis elle le regarda droit dans les yeux. Parce que le monarque de la faction la plus brutale de la dernière ligue. Elle fit un autre pas vers nous. C'était toi. Kong Cheyenne. Son estomac se serra. Quoi, murmura-t-il. La confusion déformait son expression. J'y fis un autre pas, sa présence étouffante. Je veux mettre fin à ce jeu, a-t-elle déclaré. Si nous devenons plus forts dès le début, si nous travaillons ensemble, alors cette fois-ci, nous pouvons gagner. Cheyenne leva la lampe de poche, illuminant son visage. Puis, lentement, il abaissa son arme et la rangea dans son inventaire. Sa voix était calme mais ferme. Désolé, dit-il. J'y cligna des yeux. Je ne suis pas intéressé. Son expression n'a pas changé. Cela paraît incroyable, continua-t-il. Et toi, tu es simplement apparu de nulle part. Il expira brusquement. Tu es sûr que c'est moi. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et retourna vers le groupe. J le regarda fixement. Ses poings se serrèrent. Ne mentionne plus jamais mon frère, ajouta-t-il par-dessus son épaule. Le souffle de J s'arrêta. Alors, elle a couru après lui. Tu ne veux vraiment pas le sauver, cria-t-elle. Cheyenne se figea. Son corps tout entier était tendu. La voix de J s'adoucit. À l'heure actuelle, le premier tour a probablement déjà commencé dans d'autres endroits, a-t-elle déclaré. Elle s'est rapprochée. Nous devons passer ce tour rapidement si nous voulons nous en sortir. Cheyenne serra la mâchoire. Les monstres que tu as vus, continua-t-elle. Ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Elle croisa son regard. Même si tu parviens à t'échapper et à retrouver ton frère, penses-tu vraiment que vous survivrez tous les deux? Silence. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois, admit-elle. Mais je sais ce qui va se passer ensuite. Et si tu restes avec moi? Sa voix s'adoucit. Au moins tu ne mourras pas, la respiration de Cheyenne était tremblante. Elle fit un dernier pas en avant. Je t'aiderai à trouver Juno, dit-elle. Et je t'aiderai à survivre. Un long silence s'installa entre eux. Alors, finalement, les lèvres de Cheyenne se pressèrent en une fine ligne. Elle avait raison. S'il mourait ici, il ne retrouverait jamais Junon. Au moins jusqu'à ce qu'il le trouve. Il pourrait rester avec elle. Mais, comment puis-je savoir si je peux lui faire confiance? Ses yeux s'aiguisèrent. Vous semblez bien me connaître, dit-il lentement. Alors testons ça. J'y inclina la tête. Qui est-ce que je veux le plus tuer? J'y fis une pause. Alors, sans hésitation, elle répondit. Ta tante. Le souffle de Cheyenne s'arrêta. Un frisson lui parcourut l'échine. Je n'en ai jamais parlé à personne. Il déglutit difficilement. Si elle vient du futur, alors cela signifie que je lui faisais confiance à ce point. Ses doutes n'ont pas disparu. Mais, pour l'instant, c'était suffisant. Très bien, dit-il. Nous resterons ensemble pour l'instant. J'y hocha la tête. Mais ne croyez pas que je vous fais entièrement confiance, a-t-il ajouté.
Et ne faites rien d'irréfléchi. Elle sourit. Je pensais justement la même chose. Elle se tourna pour le suivre. Mais alors? Cheyenne s'est soudainement arrêté. Ses mains se serrèrent en poing. Dans ce futur? Demanda-t-il doucement. Je n'ai jamais protégé Junon, n'est-ce pas? Le sourire narquois de J disparut. Elle hocha lentement la tête. Cheyenne se tourna vers elle. Alors? Sa voix était tendue. Sais-tu comment mon frère est mort? Les lèvres de J se pressèrent l'une contre l'autre. Es-tu sûr de vouloir savoir? Demanda-t-elle. Les mains de Cheyenne tremblaient. Son pouls battait fort. Dis-moi, murmura-t-il. Dis-moi tout. J prit une lente inspiration. Quand je t'ai rencontré, dit-elle. Tu étais déjà seul. Les yeux de Cheyenne s'écarquillèrent. Quoi? Je n'ai jamais rencontré ton frère, a-t-elle admis. Tu ne m'as jamais dit qu'il était mort. Elle a hésité. Ou plutôt, personne n'a osé demander. Sa voix devint solennelle. Quand j'ai rejoint ta faction, tu étais déjà quelqu'un sans émotion. Son regard s'assombrit. Quant à ton frère. Elle secoua la tête. Nous avons tous simplement deviné. C'était un monde où tout le monde avait perdu un membre de sa famille au moins une fois. Le visage de Cheyenne s'assombrit. Sa poitrine était serrée. Alors, pendant que je suis coincé dans ce centre commercial. Junon a peut-être déjà. Une anxiété profonde et écrasante s'empara de lui. La voix de J coupa sa panique. Calme-toi, dit-elle. Cela fait moins d'un jour que cela a commencé. Son ton était ferme. Nous devons terminer le premier round le plus vite possible, puis nous pourrons chercher ton frère. Elle jeta un coup d'œil vers les autres. Désormais? Ses yeux s'aiguisèrent. Nous n'aurons pas affaire uniquement à des monstres. Ils sortirent de la salle de bain. Et l'administrateur K est apparu. L'air s'est tendu. Tout le monde se raidit, saisissant leurs armes. Un sourire froid jouait sur les lèvres de K. Félicitations, dit-elle d'une voix douce. Vous avez tous survécu à l'entraînement. Une vague de malaise envahit la foule. Vous avez prouvé que vous étiez digne de vivre, a-t-elle poursuivi. C'était votre premier pas pour prouver votre valeur. Son regard les parcourut. Désormais? Son sourire s'élargit. Tous les survivants se lèveront pour rejoindre la Ligue. La tension s'est accentuée. Nous espérons que vous deviendrez des joueurs impressionnants. Alors, le son des tambours remplissait l'air. Et les trompettes sonnèrent. K écarta lentement les bras. Avec la formation terminée. Elle sourit. Il est temps de lancer officiellement la Ligue. Ses yeux brillaient d'amusement. Maintenant, profitons du spectacle. Les enfants invoqués par J avançaient dans les airs, leurs pas solennels et déterminés. L'air était chargé d'impatience tandis que les gens en contrebas regardaient avec confusion et crainte. Est-ce que ce sont des monstres? Murmura quelqu'un nerveusement. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas entendu une marche aussi joyeuse, ce qui contrastait fortement avec la sombre réalité à laquelle ils étaient désormais confrontés. Soudain, l'enfant au centre leva une lance très haut dans les airs et, d'un coup puissant, la projeta dans l'atmosphère. Une vague de lumière jaillit, projetant une lueur brève et aveuglante. Les yeux de l'enfant brillaient d'excitation tandis qu'il souriait largement et annonçait « Le thème du premier tour de la Ligue sera annoncé ». Puis, avant que quiconque puisse réagir, des ailes leur ont poussé dans le dos et ils ressemblaient à des anges. La transformation était à la fois époustouflante et inquiétante. Une fenêtre système apparut devant tout le monde, détaillant les règles du jeu royal. Un coup de tambour résonna et les enfants battirent violemment leurs tambours alors qu'ils prenaient leur envol. Leurs voix résonnèrent dans l'air, c'est une bataille royale, un combat sanglant entre les espèces destructrices, 3 équipes, 3 rois. Qu'ils se battent jusqu'à la mort pour protéger leur roi. Les murmures nerveux résonnèrent dans la foule, et un ange volant au-dessus d'eux déclara « Si le roi meurt, toute l'équipe meurt ». Un silence tomba sur les survivants. La seule équipe qui survivra ici sera la gagnante. Cheyenne leva les yeux et ses yeux se fixèrent sur l'ange qui planait au-dessus d'eux. Les règles du jeu royal défilèrent devant lui. Si le roi meurt, tous les citoyens lui appartenant sont détruits. Chaque nuit, de 23h à minuit, il y aura une trêve pendant cette période, aucune action menaçante n'est autorisée. La dernière équipe debout sera la gagnante. L'ange continua,
Toutes les personnes présentes dans ce bâtiment seront divisées en 3 équipes, chacune avec un roi. Une seule équipe survivra. La foule se tendit lorsque les anges recommencèrent à voler au-dessus d'eux. Un ange, un peu plus impatient que les autres, proclama « Nous allons maintenant choisir le roi de l'équipe rouge. » Une pause. Dans ce moment critique, le roi qui dirigera l'équipe rouge ne sera autre que Kong Chien. Une couronne apparut au-dessus de la tête de Chien. Il resta immobile, le cœur battant tandis que les yeux de tous se tournaient vers lui. J'y hocha la tête avec satisfaction, son visage rayonnant de fierté. « Je le savais, » dit-elle en souriant. Qui d'autre que Chien pourrait gérer ça? La tension dans la pièce était palpable tandis que Ka marchait vers Chien, sa voix légère et jubilatoire. Le roi d'une équipe peut voir le statut de sa propre équipe et l'affiliation de ses membres, a-t-elle expliqué. Mais le roi ne peut pas voir le statut des autres équipes. Donc, tant qu'ils n'auront pas tué quelqu'un, ils n'auront aucune idée de qui est le roi de l'ennemi. Tandis qu'elle parlait, un panneau apparut devant eux, indiquant les étages où se trouvaient les membres des 3 équipes. Les chiffres étaient d'une précision inquiétante. Le système a révélé que l'équipe rouge comptait 32 membres, dont 3 blessés, et qu'elle contrôlait le 7e étage, une résidence de 2e catégorie. Il n'avait ni nourriture ni eau, et seulement 12 armes de rang F et une arme de rang A pour se défendre. Chien ouvrit sa fenêtre d'état, scrutant l'état de son équipe. Il soupira profondément. Il semble que la sélection du roi soit basée sur un système d'évaluation, pensa-t-il. Le système identifie les dirigeants les plus instinctifs et les couronne comme rois. Son esprit s'emballa. C'est pour cela que j'y craignais de devenir roi, a-t-il expliqué. C'est une question de potentiel, pas seulement de capacité. Le système doit reconnaître les futurs monarques. Son regard se tourna vers les autres. Cela signifie que je dois progresser rapidement. Si je ne le fais pas, nous serons massacrés avant le 2e tour. Soudain, quelqu'un au 7e étage a crié « Regardez !» Quelqu'un descend l'escalator. Le cri était rempli de surprise. Un groupe d'hommes en costume descendit de la scène et jeta un sac de provisions sur le sol. L'atmosphère était chargée d'hostilité. Un homme nommé Kim Dong-il s'avança avec un sourire poli, presque charmant. « Je suis le directeur de la succursale du centre commercial Onyx au 11e étage, » a-t-il salué. « Nous sommes de l'équipe bleue. » Les gens autour de lui hésitèrent un instant, puis commencèrent à se distribuer de la nourriture dans un silence gêné et nerveux. Kim Dong-il a poursuivi, « Je sais que cette situation est soudaine et choquante, mais s'il vous plaît, acceptez nos condoléances. » Il s'inclina légèrement. « Nous regrettons sincèrement qu'une telle chose ait pu se produire dans le centre commercial. » L'esprit de Chien tournait. L'équipe bleue? Il jeta à nouveau un coup d'œil au panneau avec les informations sur l'équipe. L'équipe bleue comptait plus du double de membres que l'équipe rouge. Et si ce point d'interrogation sur la carte appartenait à l'équipe noire, alors cette dernière pourrait avoir le privilège de cacher son emplacement, tout comme lui. 10 minutes avant le début du tour, résonna la voix de K, son rire s'estompant au loin. « Amusez-vous bien, tout le monde, a-t-elle ajouté d'un ton moqueur. Parce qu'à la fin, celui qui s'amuse le plus gagne. Chien jeta un dernier coup d'œil à l'état d'avancement de son équipe. Il ne lui restait que 10 minutes avant le début du match royal. Il devait prendre des décisions, et vite. L'équipe bleue avait apporté de la nourriture supplémentaire et, bien que modestement, l'a offerte à l'équipe rouge. Ils ont insisté en disant « Laissez-les manger en premier ». Mais malgré ce geste, les gens étaient hésitants et méfiants. « Est-ce vraiment sans danger ?» a demandé une femme en regardant la nourriture. Kim Dong-il, le manager de l'équipe bleue, a confirmé avec un sourire calme « Bien sûr, c'est sûr. Pas de piège ici. » Les gens, toujours prudents mais désespérés de manger, n'hésitèrent qu'un instant avant de se jeter sur les provisions. Tandis qu'ils commençaient à manger, Dong-il observa tranquillement la zone. Ses yeux se posèrent sur les barricades dressées par l'équipe rouge. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un d'intelligent de leur côté, pensa-t-il. Mais il réalisa ensuite à quel point ils étaient en retard en termes de nourriture et d'armes. Au 7e étage, tout ce qu'ils avaient, c'était des vêtements et des articles ménagers, rien de substantiel pour renforcer leur puissance de combat. Sa concentration s'est affinée, l'ère de restauration semblait dépourvue de véritables forces de combat. Ils devaient découvrir qui était leur roi, et vite. Soudain, Chien sortit de la foule, sa démarche assurée coupant court à l'attention. L'attention de Dong-il se tourna vers lui.
Cheyenne s'arrêta juste devant lui, les yeux plissés de suspicion. « Pourquoi es-tu ici » demanda Cheyenne, la voix froide. Don Gilles sourit, son expression teintée d'amusement. « Tu as mal compris. Nous sommes descendus pour partager de la nourriture avec toi. » Cheyenne n'y croyait pas une seconde. « Tu n'as pas entendu les règles du jeu » Don Gilles sourit. « Oh, nous avons entendu. Mais croyez-vous vraiment que ces terroristes vont suivre les règles » Il marqua une pause avant de poursuivre. Dans des situations comme celle-ci, la coopération est essentielle. Et si nous appelions nos rois et en discutions davantage ? Le regard de Cheyenne se durcit, interrompant Don Gilles. C'est trivial. Don Gilles haussa un sourcil, jouant l'innocent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière Don Gilles, les hommes de l'équipe bleue serraient fermement leurs couteaux, leurs mains tremblantes. Cheyenne s'avança, son ton soudainement glacial. Tu fais semblant d'offrir ta coopération juste pour découvrir qui est notre roi, n'est-ce pas ? Tu penses pouvoir le tuer juste après minuit. Le sourire de Don Gilles s'est estompé alors qu'il traitait la vive accusation. Cheyenne n'y croyait pas. Il savait exactement ce qu'il manigançait. L'équipe bleue avait bien l'intention de tirer un avantage en sachant qui était le roi. D'un geste brusque, Cheyenne sortit un pistolet de sa ceinture et le pressa contre le ventre de Don Gilles. Sa voix était basse et menaçante. « Si tu n'amènes pas ton roi ici, je te suggère de partir. » Don Gilles se figea, sentant le métal froid contre son abdomen. La tension dans la pièce monta en flèche alors que la menace de Cheyenne planait dans l'air. Les membres de l'équipe bleue commencèrent immédiatement à défendre leur manager en criant d'alarme. « Comment osez-vous menacer notre manager avec un pistolet jouet » a crié l'un des hommes. Les yeux de Cheyenne scrutèrent le groupe. Des couteaux brillaient dans les mains de l'équipe bleue. La situation s'aggravait rapidement. Cheyenne savait que ses balles étaient limitées 10 coups, pour être précis, et qu'il ne pouvait pas se permettre de les gaspiller. Alors que les hommes de l'équipe bleue commençaient à bouger, Cheyenne était sur le point de faire son prochain mouvement quand soudain, Gilles le dépassa en sprint. D'un mouvement fluide, elle arracha les couteaux des mains des hommes et les désarma en quelques secondes. Sa lame était pressée contre le cou de Don Gilles, sa voix froide. Pas de combat avant minuit. Les règles de la Ligue sont claires, ne les oubliez pas. Don Gilles, visiblement secoué, se retira. Son visage était pâle alors qu'il reconnaissait son talent. Je comprends, balbutia-t-il en baissant la tête en signe d'acquiescement. Gilles relâcha, rengaina son épée et se tourna vers Cheyenne. Je suis désolé. J'ai baissé ma garde. Cheyenne la regardait, ses pensées s'emballaient. Elle venait de vaincre 2 hommes adultes en un instant, sans même y réfléchir à 2 fois. Il ne pouvait pas lui faire entièrement confiance, mais il ne pouvait nier ses talents de combattante. Le moment passa, mais le danger n'était pas écarté. Cheyenne se tourna vers son équipe, son expression se durcissant. « Écoutez-moi » ordonna-t-il. « Nous déplaçons notre base au 1er étage. » Les membres de son équipe se regardèrent, choqués. « Attendez, on ne devrait pas rester ici ?» « Les barricades sont dressées ici » demanda l'un d'eux. Cheyenne serra les dents. « Nous sommes vulnérables ici. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur les barricades. L'équipe bleue nous a montré qu'elle était mieux préparée que nous le pensions. Nous devons agir rapidement. » La tension était palpable, mais la décision était définitive. Déménager au 1er étage était la meilleure chance qu'ils avaient de survivre au jeu royal. L'équipe rouge se préparait à une évasion rapide. Cheyenne se tourna vers son équipe, d'un ton sérieux, « Nous devons nous éloigner le plus possible de la base de l'équipe bleue au 11e étage. Nous nous dirigeons vers le 1er étage maintenant, et au fur et à mesure, nous rassemblerons d'autres membres de l'équipe rouge des niveaux inférieurs. » Sa voix ne laissait aucune place à l'hésitation. « Préparez-vous, tout le monde, dépêchez-vous. » Alors que l'équipe commençait à rassembler armes et provisions, Cheyenne ne parvenait pas à se défaire du sentiment que l'équipe bleue était mieux préparée. Ces types en costume doivent avoir été entraînés pour ça. S'ils ont le manager et le personnel de sécurité, ils sont mieux équipés que nous, pensa-t-il. Ils ne pouvaient pas se permettre de rester trop longtemps au même endroit, la préparation au combat était essentielle. Mais il ne s'agissait pas seulement de fuir, ils avaient besoin d'informations. Cheyenne se tourna vers J. Plutôt, tu as dit que tu aiderais. J'ai besoin de quelqu'un pour repérer l'équipe bleue. Va voir combien de personnes ils ont et avec quelle fourniture ils travaillent. Toi seul peux le faire. J hocha la tête, sa main reposant déjà sur la poignée de son épée. Compris.
Pendant ce temps, de retour à la base de l'équipe bleue, Don Gilles était furieux. Il jeta une chaise à travers la pièce en criant « Ces imbéciles insolents! Comment osent-ils me défier ?» L'un de ses subordonnés suggéra d'attaquer immédiatement. « Nos effectifs sont plus que suffisants », insista-t-il. Le visage de Don Gilles se tordit de colère tandis qu'il gifla l'homme. « Qui est le roi ici ? Ne me donne pas d'ordre !» Le subordonné baissa la tête et acquiesça silencieusement. La colère de Don Gilles était palpable, mais il adopta rapidement une approche plus pragmatique. « Nous devons dégager ces tuyaux. Les mouches grouillent déjà autour de nous. » Sa voix était irritée. Gilles les observait attentivement depuis sa cachette. Le roi était toujours caché, mais le directeur de la succursale semblait être le véritable chef. Gilles savait que le premier tour ne serait pas aussi simple qu'il le paraissait. Bien que Cheyenne lui ait demandé de l'aide, elle savait qu'il valait mieux ne pas tout faire à sa place. Ses ordres étaient clairs, si elle trouvait le roi de l'équipe bleue, elle devait l'éliminer. Elle dégaina son épée et jeta un œil prudent dans le coin. Un ordre est un ordre, pensa-t-elle, se préparant à la mission qui l'attendait. Pendant ce temps, au camp de l'équipe rouge, Kongu et ses hommes préparaient la nourriture. Ils avaient trouvé des cadavres de gobelins et, n'ayant guère le choix, ils commencèrent à les découper. Alors que la viande rôtissait sur le feu, l'un des hommes demanda nerveusement « Qui va la goûter en premier ?» Konsa, regardant la nourriture avec détermination, se porta volontaire. Il prit un morceau et le mordit nerveusement. Son visage était indéchiffrable pendant qu'il mâchait. Finalement, il fit un signe de pouce vers ses camarades, bien qu'il ait été prompt à ajouter « C'est comestible, mais le goût, eh bien, c'est une autre histoire. » L'inquiétude s'insinua dans la voix de son coéquipier. « Combien de temps pourrons-nous tenir sur ce coup-là » Le deuxième jour de leur séjour dans le centre commercial, l'équipe rouge comptait 39 membres. Ils atteignirent l'étage désigné et commencèrent immédiatement à nettoyer les cadavres. L'odeur était insupportable et Cheyenne se pinça le nez en marmonnant pour lui-même « Ça sent mauvais ici ». Tandis qu'il travaillait, il réfléchissait à la situation. L'équipe bleue était déjà partie, et maintenant nous sommes ici, au premier étage. Mais qu'est-il vraiment arrivé aux gens qui sont morts ici ? Les corps à l'entrée racontaient une histoire claire, des coupures nettes, non pas causées par des gobelins, mais par quelque chose d'autre. Quelque chose de bien plus dangereux. Les pensées de Cheyenne s'assombrirent. Cela doit être lié à la fumée noire qui bloquait la sortie du 7e étage. Ces gens essayaient d'échapper à une sorte de monstre. Mais le monstre ne les a pas seulement déchiquetés, ils semblaient courir pour sauver leur vie. Lian, l'une des membres de l'équipe, travaillait aux côtés de son frère pour nettoyer les corps. Elle s'arrêta un instant et s'excusa auprès du défunt. « Nous t'offrirons une sépulture décente », promit-elle doucement. La dure réalité de leur situation s'imposait. Il ne s'agissait pas seulement de survivre au premier tour, mais de s'en sortir vivant, de vaincre les monstres et l'équipe bleue. Chaque mouvement devait être calculé, chaque personne devait jouer son rôle. L'équipe rouge devait terminer cette partie si elle voulait avoir une chance de survivre. À l'aube, il ne restait plus aucun survivant au premier étage. Les piles de cadavres empilées comme des montagnes ne rencontrèrent aucune résistance lorsqu'elles furent évacuées. Kiengu avait été chargé de la viande séchée de gobelins, qui, combinée à l'eau des toilettes, suffisait à résoudre leurs problèmes de nourriture immédiat. Cheyenne resta au 7e étage, se coordonnant avec les autres pour rassembler plus de viande, sachant que les barricades étaient toujours sécurisées. À 4 heures du matin, les barricades étaient presque prêtes. « Repose-toi un peu », annonça Cheyenne, bien que son épuisement fût évident. Il se frotta le visage, las de ses longues heures. Mais ne baisse pas la garde. Les équipes bleues et noires ont dû se préparer autant que nous. Sa voix exprimait un sentiment d'urgence malgré sa fatigue. L'équipe se mit en position de repos, mais Cheyenne n'y parvint pas. Il fixa les armes empilées devant lui, sachant que l'équipe bleue allait bientôt frapper. 1 heure passa. L'équipe bleue attaqua. Ils étaient bien armés, mais l'équipe rouge n'avait que des tiges de suspension et des dagues de gobelins, qui étaient au mieux fragiles. Cheyenne ferma les yeux, cherchant une solution. Soudain, une voix interrompit ses pensées. C'était Jean, tenant une lance faite à partir d'un tuyau et une dague de gobelin. « Est-ce que c'est mieux ?» demanda-t-elle en souriant. Son frère, Sebom, rejeta l'idée. « Ce n'est qu'un couteau attaché à un bâton », grommela-t-il. Cheyenne se tourna vers eux, se souvenant de l'avertissement de J selon lequel ils affronteraient bientôt des gens tout aussi préparés.
Jean sourit et insista, ce n'est pas juste un bâton. C'est une nouvelle arme. Cheyenne était sur le point de répondre quand il vit le message système, une lance Goblin avait été créée, avec une durabilité B+. Il n'arrivait pas à y croire, mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ils avaient une nouvelle arme, quelque chose de mieux que les dagues fragiles. Le combat à la lance était bien plus pratique pour une équipe composée principalement d'individus plus âgés et moins agiles au corps à corps. Pouvez-vous en fabriquer davantage ? Demanda Cheyenne à Jean. Elle accepta avec enthousiasme, expliquant qu'il y avait de nombreux poignards du 7e étage qui pouvaient être réutilisés. Si vous nous en donnez l'ordre, nous les aurons prêts dans 2 à 3 heures. Tandis que Jean, son frère et les autres se mettaient au travail, Cheyenne ferma les yeux et s'endormit. Il se réveilla brusquement et se retrouva de retour dans sa chambre. Son jeune frère était à côté de lui, profondément endormi. Il sortit lentement du lit et se dirigea vers la salle de bain. Mais en s'approchant, il se figea. Le tuyau du rideau de douche semblait lui faire signe. Il remarqua un morceau de tissu et soudain le poids de tout cela lui parut insupportable. Il l'attacha en un nœud coulant, envisageant de tout arrêter. La pression était trop forte. Mais il entendit alors une voix endormie derrière lui, « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était Juno, qui se frottait les yeux, confus. Cheyenne se retourna, surpris, et se précipita immédiatement vers lui, le serrant fort dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, » murmura-t-il à plusieurs reprises, s'excusant de sa faiblesse. Soudain, Cheyenne se réveilla à nouveau, pour de bon cette fois, et vit Juno dormir paisiblement à ses côtés. Les larmes coulèrent lorsqu'il réalisa à quel point il s'était inquiété. Son esprit s'emballa, il doit être à la maison, m'attendant seul. Alors qu'il essayait de se débarrasser de ce cauchemar, Jean lui sourit et lui dit de se détendre. Ne t'inquiète pas. Le stress ne t'aidera pas. La plupart des gens ici sont beaucoup plus âgés que toi et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour rentrer chez eux. Tu n'es pas seul dans cette situation. Cheyenne hocha la tête, mais ses pensées furent interrompues lorsqu'il vit l'équipe travailler sur leurs armes de fortune. Soudain, le visage de l'administratrice apparut. Elle se tenait à côté de lui, et sa vue choqua tout le monde. L'équipe recula, effrayée par ce qui allait arriver. L'administratrice eut un sourire moqueur. C'est pathétique. Tellement ennuyeux. Accélérons les choses. Elle ramassa l'un des bâtons aiguisés sur le sol et le tendit. À partir de maintenant, les 3 équipes participeront à un jeu spécial pendant les 4 prochaines heures. Toute équipe qui échouera sera sévèrement punie. Elle se jeta soudain sur Cheyenne, la pointe acérée du bâton flottant dangereusement près de son œil. Avec un sourire, elle murmura, « Ne me déçois pas, le jeu venait de prendre de l'ampleur et l'équipe rouge était sur le point de faire face à un nouveau niveau de danger. Chaque choix aurait désormais des conséquences. » Une fenêtre système affichant les règles apparut devant tous les rois, et l'administrateur annonça qu'une partie spéciale de Capture the Flag allait commencer dans ce bâtiment. Il y avait un drapeau pour chaque équipe à chaque étage, le drapeau de l'équipe bleue était au 3e étage, celui de l'équipe noire au 6e étage et celui de l'équipe rouge au 9e étage. Ils avaient 4 heures pour terminer la partie, pendant lesquelles ils devaient capturer leurs drapeaux respectifs pour y mettre fin. Les équipes qui échouaient s'exposaient à de lourdes sanctions. Elle se prépara avec impatience pour le spectacle à venir, sortant un sac de pop-corn, tandis que MC regardait le plan du sol avec confusion. Puis, un homme demanda, « Quelles sont les punitions ?» Leur tête tournait déjà à cause du jeu royal. K a craché son pop-corn de mécontentement. Soudain, des confettis ont jailli de la tête de l'homme avec un grand bruit et du sang a giclé dans toutes les directions. Son corps s'est effondré sur le sol. L'administrateur, imperturbable, lui a demandé d'arrêter de se plaindre. Les gens se retournèrent, horrifiés. En voyant son corps sans vie, ils hurlèrent de peur. L'administrateur reprit alors la parole. Dès le début, le jeu royal a été conçu pour détruire les autres équipes. Pensiez-vous vraiment pouvoir gagner du temps et rester en sécurité? Arrêtez de vous plaindre. Ai-je bien compris? Au cours des 4 heures qui suivirent, ils allaient comprendre le véritable sens de la survie. Elle lança joyeusement une poignée de pop-corn en l'air avant d'annoncer que le jeu de capture du drapeau avait commencé. Sur ce, elle partit. La foule a rapidement commencé à discuter. Alors que certains essayaient de calmer les joueurs effrayés, d'autres élaboraient leur plan d'action. Quelqu'un a suggéré que la fille à l'épée aille chercher le drapeau. Un enfant,
regardant le cadavre, demanda avec hésitation, ce n'est pas parce qu'il a un peu craqué, qu'elle l'a tué comme ça. Si nous ne capturons pas le drapeau, la même chose nous arrivera-t-elle? Cheyenne a pris la parole. Nous nous dirigeons vers le drapeau. Nous devons nous concentrer sur la victoire, tout comme nous avons survécu parmi les monstres. Un homme a fait remarquer, le drapeau de l'équipe rouge est tout au 9e étage, et ces fous de l'équipe bleue sont juste à côté. N'as-tu pas vu comme leurs yeux s'illuminaient quand ils brandissaient leurs couteaux? Nous sommes moins nombreux et nous n'avons pratiquement pas de jeunes combattants. Quelqu'un d'autre a demandé, alors, que faisons-nous? Rester assis ici et attendre une mort certaine? L'homme resta silencieux. Cheyenne continua, il n'y a pas de chemin sur ici. Cette fille avec l'épée n'est plus avec nous, alors ne t'attends pas à ce que quelqu'un protège ta vie. Si tu veux survivre, alors nous avançons tous ensemble. Tu as fabriqué des armes, n'est-ce pas? Quelqu'un a exprimé une autre inquiétude. Et l'équipe noire? Nous n'avons aucune information à leur sujet. Et si nous allions chercher le drapeau et que nous les rencontrions au 6e étage? Cheyenne sourit. Qui a dit qu'on attaquerait le drapeau tout de suite? Pendant ce temps, le groupe d'approvisionnement en viande de l'équipe rouge était occupé à transporter de la nourriture. Pour l'instant, notre objectif est de survivre au moins quelques jours de plus, n'est-ce pas? A demandé quelqu'un. Un jeune homme souleva un seau de viande. C'est plus lourd que je ne le pensais. Kongu hocha la tête. Nous le porterons d'une manière ou d'une autre. Donne-moi un autre seau. Il s'apprêtait à quitter les toilettes lorsqu'il entendit soudain des bruits suspects. Jetant un œil prudent, il se baissa immédiatement en repérant un groupe d'hommes en costume. L'un d'eux parla. Comme l'a dit le roi, toute l'équipe rouge semble s'être échappée au 1er étage. Il ne nous reste plus rien à voir ici. Descendons vite. Un autre homme rigola. C'est tellement rassurant de faire partie d'une équipe avec beaucoup de monde. Notre chef est directeur d'un centre commercial, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Kongu, qui observait depuis l'ombre, remarqua un groupe massif qui descendait à l'étage inférieur. Son cœur battait fort. Était-ce l'équipe bleue? Ils se déplaçaient tous ensemble. Il se tourna et chuchota à ses coéquipiers avec insistance, « Descendez les escaliers de secours, vite !» Un gars a demandé avec inquiétude, « Et toi ?» Kongu serra les poings. « Je porterai cette viande quoi qu'il en coûte. Prends autant que tu peux et cours au 1er étage. Préviens-les, l'équipe pourrait bientôt être attaquée. » Pendant ce temps, l'équipe bleue avait atteint le 3e étage, où se trouvait leur drapeau. Dongel jeta un coup d'œil autour de lui. « Avez-vous envoyé des gens vers le drapeau de l'équipe rouge ?» a-t-il demandé. Son subordonné hocha la tête. « Oui. Nous avons envoyé les 10 voyous. » Le manager frappa dans ses mains et dit, « C'est génial. Puisque nous ne savons rien de l'équipe noire, nous devons d'abord nous occuper de l'équipe rouge. » Son subordonné, l'air inquiet, hésita avant de parler. « Mais il y a un problème. Le drapeau est gardé par un monstre. » À ce moment précis, une créature étrangement formée passa devant eux avec un drapeau sur la tête. Ce type de monstre s'appelait un flagpule, et à cet instant, il portait le drapeau de l'équipe bleue. Dongil contempla ce spectacle étrange, ses pensées s'emballèrent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-il arrivé à notre monde? Puis il secoua la tête. Qui s'en soucie? Cela n'a pas d'importance. Dans ce centre commercial, il n'avait rien à craindre, en tant que directeur, il avait le contrôle. Souriant, il se tourna vers ses subordonnés. Avez-vous peur de quelque chose d'aussi insignifiant? Son sourire s'élargit tandis qu'il leur ordonnait, apportez le drapeau ici. Vite. Immédiatement, les hommes en costume ont encerclé les gens ordinaires, les ont attrapés et les ont jetés vers le monstre. L'un des hommes, les yeux écarquillés de terreur, pensa, ces idiots. Ils nous utilisent comme chair à canon. Et si cette chose était comme ces monstres verts qui dévorent les gens? Soudain, il vit une ombre se profiler devant lui. Il resta figé sur place. L'instant d'après, les mâchoires du monstre s'ouvrirent d'un coup, plus largement que ce qui était humainement possible, et avant même qu'il puisse réagir, il avala sa tête entière. Il n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait que paf. Ses mâchoires se refermèrent. Le sang gicla dans toutes les directions. Le deuxième homme, qui regardait avec horreur, trébucha en arrière et cria, « Au secours! Quelqu'un, s'il vous plaît !» Ses jambes refusaient de bouger, paralysées par la peur.
Il cria à nouveau, implorant désespérément que quelqu'un vienne le sauver, mais ses soi-disant coéquipiers restèrent là, à regarder en silence. Soudain, une épaisse fumée blanche commença à se répandre rapidement dans la pièce. Une vague de malaise les envahit. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vient du monstre? Balbutia quelqu'un. Le gérant se couvrit instinctivement le bas du visage avec sa main. L'odeur lui était familière. Ses yeux s'écarquillèrent. Un extincteur, réalisa-t-il. Dès qu'il eut lancé son avertissement, quelque chose surgit de la brume blanche à une vitesse aveuglante. Boum! Un violent impact a frappé l'un des hommes au bras, l'envoyant s'écraser au sol, où il s'est tordu de douleur en hurlant. Soudain, des bâtons de bois pointus jaillirent du brouillard, les uns après les autres, transperçant plusieurs autres personnes. Quelqu'un, paniqué, cria « D'où tire-t-il » Le chaos a éclaté. Les gens ont commencé à courir dans toutes les directions, essayant d'esquiver les projectiles. Le visage du directeur se tordit de rage. Qui sont ces rats? Il se prit la tête en signe de frustration avant d'aboyer « Attrapez ces idiots ». L'un de ces hommes hésitait, mais comment? Nous n'avons pas d'armes. Don Gilles se moqua. Ce ne sont que des bâtons de bois. Ils ne te tueront pas. Arrête d'hésiter et attrape ces rats, ou est-ce que tu comptes rester là et te faire frapper? L'un de ses subordonnés acquiesça, oui, nous sommes tellement nombreux. Avec une confiance renouvelée, ils ont sorti leurs couteaux et ont chargé vers les attaquants cachés. Mais avant qu'ils puissent s'approcher. Tinc! Tinc! Plusieurs poignards jaillirent soudainement de la brume blanche, transperçant leur corps. Une lance s'est précipitée dans les airs, s'enfonçant profondément dans le ventre d'un homme. Il a reculé en titubant, regardant l'arme avec stupeur. C'est la même lame que les monstres tenaient. Si quelqu'un la lance, elle peut réellement tuer. Son corps tremblait. Qui que soient ces gens? Ils ne sont pas là uniquement pour leur drapeau. À ce moment-là, un garçon du groupe des extincteurs, toujours accroupi au sol, a projeté un autre épais nuage de fumée blanche. Derrière le rideau de fumée, les lanceurs de javelots tenaient bon. Bien qu'ils tremblaient visiblement de peur, ils continuaient à lancer leurs armes. L'équipe bleue, désormais soumise à des attaques incessantes, a finalement réalisé la vérité, ces gens se cachent au 3e étage depuis le début, attendant de nous tuer. Enragé, un homme de l'équipe rouge lança une lance de toutes ses forces dans le brouillard. Une fraction de seconde plus tard, un cri strident retentit. La mâchoire de Don Gilles se serra. « Sortez de la ligne de tir », ordonna-t-il. « Ils ne peuvent pas nous voir non plus. » Ses mains se serrèrent en poing. « Dès que j'aurai attrapé ces rats, je les abattrai moi-même. » Pendant ce temps, caché parmi les assaillants, MC murmurait à ses camarades, « Nous les avons suffisamment provoqués. Maintenant, nous passons à l'autre côté. » 30 minutes plus tôt. Lorsqu'il avait expliqué son plan pour la première fois, quelqu'un avait demandé, choqué, « Êtes-vous sûr de vouloir attaquer le drapeau de l'équipe bleue ?» MC avait simplement souri. Pour être plus précis, avait-il dit, « Nous ne cherchons pas le drapeau, nous allons simplement attaquer l'équipe bleue. » L'homme demanda avec incertitude, « Quel genre d'absurdité est-ce là ?» Il a poursuivi, « Pour l'instant, nous sommes l'équipe bleue et nous sommes les plus proches des drapeaux ennemis. Si nous montons chercher le drapeau de l'équipe rouge ou si l'équipe bleue descend, alors un affrontement est inévitable. C'est le sens de ce match spécial. » Il regarda le groupe et déclara fermement, « Nous réfléchirons à la capture du drapeau plus tard. N'oubliez pas, une seule équipe survivra dans ce centre commercial. C'est le seul moyen de modifier l'équilibre des forces. » Il a ensuite sélectionné 3 enfants et leur a ordonné, « Vite, récupérez des extincteurs. Nous devons créer un écran de fumée près du drapeau de l'équipe bleue. Changez de position et concentrez-vous autour de notre drapeau. Nous devons leur bloquer la vue autant que possible. » Il se tourna vers le reste du groupe. Tout le monde, à l'exception du groupe des extincteurs, fait partie du groupe de combat. Vous manierez des lances de combat fabriquées à partir de dagues de gobelins et utiliserez les arbalètes que nous avons achevées avec succès aujourd'hui. N'hésitez pas, il n'y a pas de place pour les doutes. Le groupe échangea des regards incertains. Il continua, la voix ferme. C'est peut-être notre seule chance de vaincre l'équipe bleue. Si vous hésitez par peur, vous ne sortirez pas d'ici. Tirez d'où vient le bruit. Ne ratez pas, le groupe d'arbalétriers prit une profonde inspiration, rassembla ses nerfs et commença à avancer lentement vers l'écran de fumée. De l'autre côté, des voix résonnaient dans la brume.
Nous ne voyons rien. N'attaquez pas les nôtres. Chien se tourna vers un autre groupe et murmura, descendez comme prévu. Et n'oubliez pas de surveiller le premier étage. L'un des hommes hocha la tête. Compris. À ce moment-là, un jeune homme du groupe se prit soudain la tête, le visage pâle. J'ai tué un homme de mes propres mains. Sa voix tremblait. L'homme plus âgé à côté de lui l'attrapa par l'épaule, le ramenant brusquement à la réalité. Reprends-toi. Nous n'avons pas le temps pour ça. Bouge. À ce moment-là, MC sortit silencieusement un poignard. Jian, remarquant cela, fronça les sourcils. Toi aussi, tu devrais partir. Si tu restes, tu seras exposé. Mais MC secoua la tête. Une attaque comme celle-ci ne suffira pas à combler l'écart entre les forces. Nous devons réduire drastiquement leur nombre. Ici et maintenant. CA hésita. Comment? Tout le monde est déjà descendu. MC attacha calmement le poignard à sa main. Je n'ai pas à le faire. Le gars à côté de lui fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Les yeux de MC brillèrent. Si quelqu'un de l'équipe rouge les poignarde maintenant, alors qu'ils sont déjà à bout de nerfs, perdus dans le brouillard et paniqués, ils perdront complètement la tête. Pendant ce temps, du côté de l'équipe bleue, quelqu'un s'écriait frénétiquement, « Manager !» Au secours! Le subordonné de Don Gilles soupira de frustration. Tout ce que nous avions à faire était de capturer ce foutu drapeau, et aucun d'entre nous n'y est parvenu. Quelle bande d'inutiles! Son regard se tourna vers le mât du drapeau, où, de manière horrible, la créature qui le gardait était en train de dévorer un homme. En grimaçant, il s'approcha. Puis, avec un sourire narquois, il tendit la main vers le drapeau. Au moins, tu nous as fait gagner du temps. Chacun a son rôle à jouer. Mais avant qu'il ne puisse l'attraper. Chink! Une lame transperça soudainement son corps. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant un moment, il ne réalisa même pas ce qui se passait. Puis, en levant les yeux, il vit le visage de son agresseur. Ce gamin, il l'a reconnu. Le gosse de l'équipe rouge. MC enfonça le poignard plus profondément, observant la respiration de l'homme devenir irrégulière. Pendant ce temps, Kangoo et un petit groupe de personnes avaient finalement atteint le 9e étage. L'un d'eux murmura, « Que faisons-nous maintenant ?» Jetant un œil prudent derrière la porte, Kangoo murmura, « Comme Cheyenne l'a dit, je savais qu'il y aurait des gens qui cibleraient le drapeau. » Il se souvint des instructions de Cheyenne de tout à l'heure. Lorsque vous rencontrerez le reste de l'équipe, vérifiez si notre drapeau est au 9e étage. Il devrait y avoir quelqu'un là-bas. Si cela devient dangereux, faites un rapport immédiatement. De retour dans le présent, Kinsa était parti avec son équipe. Maintenant, alors que Kangoo observait la scène devant lui, ses yeux se plissèrent. Un groupe d'hommes battait le monstre qui gardait le drapeau. Sont-ce vraiment juste des gens? L'un des hommes saisit le monstre par la tête. Tu montres encore les dents, hein, ricana-t-il. Il retroussa ses manches, serra le poing et sourit. Tiens-toi bien, petit gars. Je dois m'échauffer avant l'arrivée de l'équipe rouge. Son nom était Kim Jangal, membre de l'équipe d'élite de l'équipe bleue. Mesurant 181 cm et pesant 130 kg, la force pure derrière ses coups était dévastatrice. Avec un grand rire, il leva son poing bien haut, puis le frappa sur le crâne du monstre de toutes ses forces. Fissure. Souriant sauvagement, il rugit, bon sang, frapper quelque chose, c'est génial. Piona les regardait, incrédule, jouer avec le monstre, le traitant comme un simple punching ball. Il était tout simplement impossible de vaincre ces gars-là avec le simple nombre. Il se tourna vers son équipe et murmura, « Nous ne pouvons pas prendre leur drapeau tout seul. Nous devons retourner chez nous et signaler cela à Cheyenne. » Ils fermèrent silencieusement la porte du palier et s'éclipsèrent, tandis que J restait caché au même étage, tenant une cartouche de carburant, attendant le bon moment pour frapper. Pendant ce temps, l'équipe bleue s'était finalement remise de l'attaque. Dong Gil, scrutant la fumée qui se dissipait, s'avança. Ses yeux s'écarquillèrent devant le spectacle macabre qui s'offrait à lui, un tas de cadavres. Sa voix était aiguë et mal à l'aise. Est-ce que ce sont tous nos gens? Après l'attaque, l'effectif de l'équipe bleue était réduit à 53. Le manager, pris de court, pensait sous le choc, parmi les morts, pas un seul né de l'équipe rouge. Cela signifiait que chaque cadavre ici avait été tué par ses propres coéquipiers.
Il regarda les survivants épuisés et blessés, la tête entre les mains, frustrés. Même avec la fumée qui leur bloquait la vue, ces idiots ne pouvaient pas distinguer un ami d'un ennemi. Est-ce seulement possible? Puis, quelque chose attira son attention, un monstre empalé par une lance, gisant parmi les corps. Est-ce le drapeau de notre équipe? Une révélation lui est venue à l'esprit, pourquoi ne l'ont-ils pas pris dès le début? Car leur véritable objectif n'était pas le drapeau. Ils s'étaient cachés, attendant leur heure, juste pour tendre une embuscade à l'équipe bleue. L'un de ses subordonnés l'appela, la voix tremblante, « Devrions-nous prendre le drapeau et nous reposer un peu ?» Dong Jil tourna brusquement la tête vers lui. « Tais-toi. » Il se pencha et ramassa un couteau par terre. Il resserra son étreinte autour du manche tandis que la rage bouillonnait sous sa peau. Comment ces idiots de l'équipe rouge osent-ils faire ça? Saisissant le corps mou du monstre, il sortit le drapeau et sourit. Ils regretteront d'avoir laissé ça derrière eux. Puis il se tourna vers ses hommes, « Nous allons au 9e étage. » À ce moment-là, une notification est apparue devant tous les joueurs, accompagnée d'éclats de confettis, l'équipe bleue a pris le drapeau. Dil sourit et dit, « Très bien, montons, attrapons le drapeau de l'équipe rouge et finissons. » Entre-temps, John Pal a vu la notification et a ri. On dirait que le manager a finalement trouvé le drapeau de l'équipe bleue. Il lui a fallu du temps. Ils se vantent toujours, pourquoi a-t-il mis autant de temps cette fois-ci? Il jeta un coup d'œil autour de lui. L'équipe rouge était introuvable. Puis, son regard se tourna vers le haut et il se raidit de surprise. Une silhouette marchait vers eux dans le couloir. Les autres membres de l'équipe se retournèrent également. John Pal plissa les yeux. Mais qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? L'un d'eux murmura, l'équipe rouge a une fille avec une épée. Serait-ce vraiment elle? Est-elle vraiment venue ici seule? Ignorant leurs murmures, la fille continua de marcher, imperturbable et sans peur. John Pal s'est moqué et a aboyé, les enfants d'aujourd'hui ont-ils complètement perdu la peur? Pourquoi restez-vous tout là? Prenez son épée et attachez-la, comme l'a dit le directeur. Ils obéirent à son ordre, et un gars s'avança, sortit un couteau avec un sourire narquois. Et, où as-tu trouvé une épée aussi longue? Tu ne penses pas vraiment à te battre, n'est-ce pas? Avec ce joli visage? Son camarade le regarda, perplexe. Avant que quiconque puisse réagir, J.E. lança soudainement une cartouche de carburant dans leur direction. Un briquet a suivi immédiatement après. Quelqu'un halta de panique. Que est-ce que c'est? Avant qu'il puisse le traiter, le briquet a touché l'huile. Ouch! Les flammes ont éclaté instantanément, engloutissant le sol dans un enfer. Dans le chaos, J.E. s'est précipité en avant. Avant même que le premier homme ne réalise ce qui se passait, Shing. Sa lame lui a tranché le bras. Un cri déchira l'air. Serrant son moignon ensanglanté, il trébucha en arrière, souffrant. J.E. avança lentement et délibérément, son regard fixé sur le reste. Quelqu'un s'est écrié, alarmé, brisez tous les membres de cette femme. Abattez-la. Ils se sont précipités sur elle. J.E. s'élança, accélérant à une vitesse inhumaine. Elle se faufila entre eux avec une précision sans effort, son épée coupant la chair sur son passage. Des cris de douleur résonnaient dans le couloir en feu. Pendant ce temps, le feu s'est propagé rapidement, consumant les meubles à proximité. Quelqu'un a crié avec terreur, « Elle est folle. Attaquez-la tous en même temps. » Mais c'était trop tard. J.E. bondit en avant, son épée traversant l'air. Les hommes tombèrent un à un. John Pal resta figé, regardant le carnage se dérouler devant lui. C'est impossible. Comment une fille avec un corps aussi maigre peut-elle faire ça? J.E. se tourna vers lui. Sa crainte s'est transformée en pure terreur. Ah, attendez. Quelqu'un peut-il m'aider? Avant qu'il ait pu finir, chien. La lame de J.E. a transpercé sa poitrine. John Pal s'est effondré, son dernier souffle s'échappant de ses lèvres. Entre-temps, le groupe principal de l'équipe bleue avait atteint le 8e étage. Don Gil jeta un coup d'œil devant lui et marmonna, ceux qui gardent le drapeau de l'équipe rouge vont certainement riposter, n'est-ce pas? Le gars a confirmé ses propos et lui a assuré qu'ils étaient des combattants expérimentés, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. C'est super, répondit-il en hochant la tête. Fais vite. Puis, soudain, il grimaça d'irritation. Pourquoi fait-il si chaud ici? À ce moment-là,
une fenêtre système apparut devant lui, affichant une notification, l'équipe rouge a pris votre drapeau. Il resta figé pendant une fraction de seconde. Puis, son expression se tordit de rage. Il se précipita vers l'escalator en criant « Je vais les tuer jusqu'au dernier ». La fumée a déclenché le système d'alarme et, en quelques secondes, de l'eau a commencé à jaillir du plafond. Alors que l'équipe bleue se tournait vers la source de l'agitation, leurs yeux s'écarquillèrent de choc, les flammes se propageaient désormais sur le sol. Une voix rompit le silence. Est-ce que l'équipe rouge a fait ça? Comment diable ont-ils réussi à faire ça aussi vite? Avant que quiconque puisse répondre, une autre notification système est apparue, l'équipe noire a pris votre drapeau. Les yeux de Dong Jil parcoururent la fumée, et il vit alors le corps sans vie de Jom, étendu au milieu du feu. Son couteau lui glissa des doigts et tomba sur le sol avec fracas. Est-ce que l'équipe rouge a fait ça? Ils étaient en infériorité numérique et en infériorité numérique. Comment cela a-t-il pu se produire? L'un des membres de l'équipe bleue murmura à voix basse, « Je ne veux plus jamais voir quelque chose comme ça. » Son coéquipier se tourna vers lui, l'inquiétude se lisant sur tout son visage. « Est-ce que ça va ?» Un autre parla, la voix tremblante. « Nous avons pris leur drapeau, mais, rien que de penser à l'équipe rouge, j'en ai la chair de poule. » La patience de Dong Jil a été mise à rude épreuve. « Vous êtes des idiots inutiles. » Rugit-il. « Fermez-la. » Pendant quelques secondes tendues, l'étage tout entier devint silencieux. L'équipe le regardait, les yeux écarquillés. Le directeur expira bruyamment et passa une main sur son visage. Puis, son ton redevint mortellement calme. « Si tu veux sortir d'ici vivant, tu m'écouteras. » Avec attention. Il prit une profonde inspiration. Nous nous dirigeons vers le premier étage. Entre-temps, les membres de l'équipe rouge ont reçu une notification, les trois équipes ont pris leur drapeau. Quelqu'un l'acclama et se tourna vers Cheyan en souriant. Que se passe-t-il? Cheyan lui-même était abasourdi. Notre équipe a-t-elle pris le drapeau? Le groupe éclata de rire et de bavardages soulagés. J'ai l'impression qu'un poids a été enlevé de ma poitrine. Peut-être que nous pourrons enfin dormir un peu cette nuit. Le regard du MC se tourna vers Kangoo, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. Puis, il remarqua que Kangoo croisait ses bras en forme de X. Même si je ne le savais pas, cela signifie que J.E. a dû prendre le drapeau. Le moral de l'équipe rouge remonta. Ce succès, cette victoire unique, leur avait redonné espoir. Mais l'expression de Cheyan s'assombrit. Les trois équipes ont pris leur drapeau. Cela ne signifiait qu'une chose. Tout dépendait désormais du jeu royal. À partir de ce moment, chaque minute était une question de vie ou de mort. Avec un sentiment d'urgence croissant, il ouvrit la carte. Son estomac se tordait. Les membres de l'équipe bleue étaient juste à côté d'eux. Son cœur battait fort. « Prenez vos armes, maintenant », ordonna-t-il. Autre part. Admanquet se tenait sur le toit du bâtiment, observant nonchalamment le déroulement de la ronde. Un petit sourire tira ses lèvres. Et maintenant, pensa TL. Et maintenant, cela ressemble enfin à une vraie ligue. Certaines personnes ne commencent à bouger que lorsque vous ajoutez un peu de piquant au jeu, a-t-elle réfléchi. Il rattrape enfin les autres régions. Après tout, l'un des rois était sur le point de mourir. Elle déplaça son regard vers l'une des fenêtres du système surveillant la bataille. Ce qui s'affichait à l'écran était un moment de pur désespoir. Un homme venait de jeter Cheyan au sol. Il se pencha vers lui, le couteau levé. Il y a quelque temps, le directeur s'agenouilla, plongé dans ses pensées. Après l'embuscade du troisième étage, nous avons réussi à éliminer 10 bandits. Il serra les poings. Comment ces pathétiques perdants de l'équipe rouge ont-ils réussi ça? Serrant les dents, il se leva et se tourna vers son équipe. Écoutez attentivement, dit-il d'une voix aiguë et autoritaire. Nous allons au premier étage. Peu de temps après, ils sont arrivés. Un homme plissa les yeux et fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La voix d'un autre homme tremblait. Est-ce qu'il essaie encore de faire quelque chose? Dong Jil sourit. Je savais qu'il préparait quelque chose. Il scruta la zone et repéra de hautes barricades une forteresse rudimentaire faite de vêtements, de meubles et de débris. Son sourire s'élargit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'écria-t-il d'un ton moqueur.
L'air était étrangement calme. Un autre coéquipier soupira, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. C'est tellement vide et effrayant. Un autre homme frissonna. Ouais. On a vraiment l'impression qu'il n'y a plus personne. Ils avaient déjà capturé le drapeau. Ne pouvaient-ils pas simplement partir? Ils avaient trop de blessés. L'un d'eux se tourna vers le directeur avec hésitation, n'est-ce pas suffisant pour aujourd'hui? Sabré. Une lame lui a tranché le visage. Dong Gil s'est précipité en avant, frappant l'homme sans hésitation. Sa rage s'est déversée dans une rafale de coups brutaux. Le reste de l'équipe recula en titubant, horrifié. Dong Gil s'arrêta finalement, haletant. Puis, il fit un geste de la main vers la barricade. Arrête de te plaindre, grogna-t-il. Et commence à le détruire. Il sourit largement et s'exclama, nous allons détruire toute l'équipe rouge aujourd'hui. Les autres le regardaient avec horreur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demanda quelqu'un. Tu as complètement perdu la tête? Un homme n'en pouvait plus. Serrant fermement son couteau, il s'avança et cria, ce vieil idiot ne sait que donner des ordres et se cacher dans notre dos. Pourquoi tue-t-il sa propre équipe? Un autre homme l'a attrapé et l'a retenu. Comment as-tu pu penser à tuer tes camarades? Demanda quelqu'un d'autre, incrédule. Dong Gil s'approcha lentement de l'homme rebelle, son expression étrangement calme. Je vais vous poser une question, dit-il. Tu veux mourir à la place de l'équipe rouge? Il scruta les visages des autres. Si tu veux survivre, tu devras les tuer de toute façon. C'est si difficile à comprendre? Sa voix prit un ton moqueur. Pourquoi pensez-vous qu'ils nous ont attaqués et qu'ils ont laissé le drapeau derrière eux? Parce que ces insectes savent que s'ils nous combattent de front, l'équipe bleue gagnera à coup sûr. Dong Gil posa une main ferme sur l'épaule de l'homme et sourit. Je vais vous le dire simplement, continua-t-il. Vous voulez rentrer chez vous, n'est-ce pas? Il fit un geste vers les barricades devant lui. L'équipe rouge est à bout de force. Si nous leur donnons plus de temps, ces rats rusés recommenceront à tisser leurs petites intrigues. La seule chose qui leur reste, c'est cette forteresse. Les membres de l'équipe bleue échangèrent des regards nerveux. Finalement, Dong Gil plissa les yeux et déclara, aujourd'hui, on en termine avec ça. On tue le roi de l'équipe rouge. Mais l'homme rebelle refusait toujours d'obéir. Il s'avança et regarda Dong Gil. Si nous sortons d'ici vivants, siffla-t-il, je te tuerai en premier. Pendant un instant, silence. Puis, plusieurs personnes se précipitèrent soudainement vers la forteresse en criant. Ils l'ont déchiré, désespérés de le détruire. Mais alors qu'ils poussaient contre la structure supérieure, ils ne pouvaient pas la déplacer. C'est trop serré, grogna l'un d'eux. Un autre essaya à nouveau, sa frustration grandissant. Ces idiots ont-ils vraiment passé toute la nuit à construire ça? J'espère qu'il ne se passera rien de mal. Juste à ce moment-là, un bruit de bruissement. Avant qu'il ne puisse réagir, une pointe de lance acérée transperça sa main. Son cri résonna sur tout le champ de bataille. Puis, tout d'un coup, les membres de l'équipe rouge émergèrent de la forteresse. Ils les attendaient depuis tout ce temps. L'équipe bleue recula sous le choc. C'est une embuscade, a crié quelqu'un. Des lances volaient dans les airs tandis que l'équipe rouge lançait sa contre-attaque. L'équipe bleue recula en titubant, luttant pour battre en retraite tandis que les membres de l'équipe rouge se dépêchaient de réparer la forteresse. Soudain, la voix du directeur retentit. Dépêche-toi. Ces lances grossières ne sont rien. Même si elles te touchent, tu ne mourras pas. Alors ne t'arrête pas. Ces paroles ont ravivé leur détermination. Plusieurs membres de l'équipe bleue ont commencé à escalader la forteresse. L'un d'eux a pensé, si nous faisions simplement tomber cette chose. Notre équipe gagne. Mais au sommet de la forteresse, Cheyin et ses camarades l'attendaient. Cheyin pointa une arbalète vers le grimpeur et sourit. Où penses-tu aller? Puis, sans hésitation, lui et les autres attaquèrent. Un par un, les membres de l'équipe bleue ont été jetés hors de la forteresse. Cheyin s'est alors tourné vers son équipe et a crié, l'ennemi fait une percée. Arme Théoï. L'un des membres de l'équipe bleue, toujours en train de grimper, a entendu ces paroles. Repoussant la tête de son camarade, il se jeta sur Cheyin. Ils se sont écrasés à l'intérieur de la forteresse. L'homme a attrapé Cheyin, l'a immobilisé et a ricané. Alors tu es le roi? Les yeux de Cheyin s'écarquillèrent. Bon sang.
Ils ont compris. Alors qu'il touchait le sol, la douleur explosa dans son crâne. Arg, halta-t-il en se tenant la tête. L'ennemi l'a attrapé par le col, levant un couteau au-dessus de lui. Tu es mort. La lame a plongé vers le bas. Mais, à la dernière seconde, Cheyenne a attrapé le poignet de l'homme. Je ne suis pas le roi, cria-t-il. L'homme serra les dents. Je m'en fiche. Cheyenne a eu du mal à garder son emprise. Je ne peux pas mourir ici. À proximité, un membre de l'équipe rouge a vu ce qui se passait et a paniqué. Cheyenne, cria-t-il, alarmé. Il s'élança, la lance à la main. Éloignez-vous de lui, hurla-t-il. Mais avant qu'il ne puisse frapper, quelqu'un a attrapé sa lance par derrière. Il se retourna, les yeux écarquillés. Un membre de l'équipe bleue lui sourit. Désolé, dit-il. Puis, il enfonça la lame en lui. Le membre de l'équipe rouge s'est effondré. Le regard de MC balaya le champ de bataille. Des corps gisaient éparpillés dans tout l'abri. Ses mains se serrèrent en poing. C'est ça. Si la barricade tombe, l'équipe rouge n'aura plus aucune chance. À ce moment précis, plusieurs clôtures se sont effondrées. La poitrine de MC se serra. Non. La barricade a été détruite. Un rugissement éclata parmi l'équipe bleue alors qu'ils avançaient. Ils ont tout ravagé sur leur passage, à la recherche de leur roi. Un combattant de l'équipe bleue a attrapé un jeune homme et, levant un poignard, a grogné « C'est toi qui as commencé tout ça ». Il se souvenait de son camarade tombé au combat, tué lors de l'embuscade précédente de l'équipe rouge. Sa rage déborda. Avec un cri féroce, il enfonça le poignard profondément dans la poitrine de son ennemi. Mourir. À proximité, une fille de l'équipe rouge tremblait de peur. Ses yeux se remplirent d'horreur alors qu'elle regardait le corps sans vie de son ami s'effondrer sur le sol. Son esprit se remémora les souvenirs de leur combat. Fuir les gobelins. Bloquer la vision de l'équipe bleue avec des extincteurs. Elle se précipita vers le garçon tombé, la voix tremblante. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Soudainement, un combattant de l'équipe bleue s'est avancé derrière elle. Il se pencha et murmura, sa voix d'un calme glacial, « Toi aussi tu fais partie de l'équipe rouge, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Kongu apparut derrière lui et le frappa à la tête en criant, « Quoi qu'il en soit, ils ont tué un petit enfant. Cela devrait être difficile, mais pour eux, c'est différent. » Le coup était trop fort et l'homme tomba immédiatement au sol. Pendant ce temps, Jian pointait l'arbalète vers son adversaire et lui demandait d'arrêter. Son frère ne se retenait pas et attaquait tous ceux qui s'approchaient. Dongo resta en retrait à ce moment-là et dit, « C'est un véritable massacre. Ils ont déjà tué tellement de gens. Où est ce type ? Celui avec le pistolet. Qu'il soit le roi ou non, son instinct lui disait qu'il était la clé. S'il capturait ce type, l'équipe rouge ne survivrait pas longtemps. » Serrant l'arme dans sa main, il s'est approché des survivants de l'équipe rouge et a demandé, « Où est le type avec l'arme ?» Une seconde plus tard, il y eut un grand bruit. L'homme qui se tenait à proximité poussa un soupir douloureux, baissa les yeux sur sa blessure à l'estomac, puis tomba. Cheyenne apparut, reprenant son souffle, et, pointant l'arme sur Don Gilles, dit « Je suis là ». Puis il tira. Le système a signalé qu'il lui restait 8 balles. Pendant ce temps, le blessé appuyait sur la blessure au ventre. Tous les gens se sont précipités sur les côtés et quelqu'un s'est exclamé avec surprise, « Où a-t-il trouvé une vraie arme ?» Don Gilles est devenu très nerveux. Il a poussé un gars en avant et lui a demandé, « Qu'est-ce que tu fais ? Attrape-le immédiatement !» Le gars s'est exclamé en réponse, « Tu es fou ? Si tu veux l'attraper, vas-y toi-même. » Le directeur fronça les sourcils. « Des idiots ? Vous ne voyez pas ? Ce type avec une arme est le roi, et il est presque mort. » MC chancela à cause du couteau planté dans sa jambe et lui dit, « Arrête de dire des bêtises. Je ne suis pas le roi. » Les membres de son équipe l'ont bloqué et lui ont demandé de s'éloigner. Il pensait que si cela continuait, ils seraient tous démasqués. Désespéré, il a crié, « Notre roi est quelqu'un d'autre. » Mais Dongo était sûr de ses paroles. Il sourit largement et dit aux autres, « Regardez, ils se regroupent pour protéger leur roi. Si nous tuons le roi, ils mourront tous aussi. Si nous capturons ce gamin, alors nous gagnerons. » Juste après cela, les membres de l'équipe bleue se précipitèrent pour attaquer. Cheyenne serra les dents, pensant que même avec une arme à feu,
il ne pourrait pas tous les arrêter. Il devait faire quelque chose, briser leur assaut. Il devait capturer l'homme qui prétendait être le roi. Il pointa l'arme sur les ennemis et commença immédiatement à tirer, réduisant son nombre de balles à 5. Plusieurs balles touchèrent les hommes qui couraient vers lui. Il pensait que la distance était trop grande et qu'il y avait trop d'obstacles sur le chemin. Sa main s'est mise à trembler lorsqu'un homme s'est approché, a sorti un couteau et s'est exclamé « Vous êtes pris ». MC devint nerveux et réalisa qu'il ne pouvait pas viser correctement, alors il tira au hasard. Puis il baissa les yeux sur le couteau planté dans sa jambe et pensa « Il devient de plus en plus difficile de gagner du temps. Si seulement je pouvais toucher le manager d'un seul coup. » Il a visé à nouveau et s'apprêtait à tirer lorsqu'une femme s'est soudain jetée sur lui, le faisant tomber au sol et lui faisant lâcher son arme. Elle s'est immédiatement mise à le frapper, souhaitant qu'il meure. Puis elle a ramassé le poignard et l'a levé au-dessus de sa tête en criant « Je ne peux pas mourir ici à cause de toi. » Soudain, quelque chose de pointu lui transperça le cou. Cheyenne commença à respirer bruyamment tandis que Kongu retirait la lance de son corps et pensa « Pourquoi des innocents doivent-ils s'entretuer ?» À ce moment-là, un homme de l'équipe bleue lui sauta dessus en criant « Le roi de l'équipe rouge est tombé. » Mais Kongu bloqua immédiatement son attaque et cria « Ce n'est pas vrai. » MC, commençant à ramper lentement, dit doucement « C'est bon. Je m'accroche toujours. » Il a saisi l'arme et s'est dit « Si je prends l'arme, je peux tout arrêter. » Mais soudain, quelqu'un l'a devancé. Il a regardé avec horreur l'arme dans les mains de la personne, pensant que maintenant tout était fini. Mais alors, la personne lui a tendu l'arme et s'est exclamé « Qu'est-ce que tu fais? Prends-la, vite !» Il leva les yeux avec surprise et vit Jin devant lui. Elle lui dit « Fais quelque chose. N'abandonne pas avant la fin. » Il pensa « Maintenant je m'en souviens. » Elle avait dit qu'elle était soldat. Il s'est levé et a demandé « Vous avez déjà tiré avec une arme à feu, n'est-ce pas ?» Il a repoussé l'arme qu'elle lui tendait et a dit « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Il a pointé le directeur et a demandé « Pouvez-vous frapper cet homme ?» Elle a demandé « Est-ce que ce type est le roi de l'équipe bleue ?» Il a répondu « Ce n'est pas sûr, mais si nous le capturons, nous pourrons changer le cours du jeu. » Elle a accepté, a pointé l'arme sur lui et a dit « Je vais essayer. » À ce moment-là, quelqu'un a attrapé Cheyenne et a brandi un couteau en criant « Nous devons juste tuer le roi. » MC a frappé l'ennemi avec l'arrière de la tête, le faisant tomber au sol. Jin s'est retourné et a demandé avec inquiétude « Est-ce que ça va ?» En combattant l'homme, MC lui a dit « Oublie-moi. Concentre-toi sur ce monstre. » Elle se tourna vers le manager et dit à MC de tenir bon quoi qu'il arrive. À ce moment-là, l'homme attrapa MC par le cou et, les larmes aux yeux, lui dit « Tu es un imbécile égoïste. Si tu mourais, nous pourrions survivre. » Cheyenne s'étouffa et saisit son poignet pour essayer de lui ouvrir la main. Puis, regardant les autres, il dit « Nous sommes tous dans la même situation. Personne ici ne veut mourir. » Jin continua à viser tandis que MC attrapait le couteau dans sa jambe et criait « Nous pensons tous de la même manière. Et moi aussi. » Il sortit le couteau, le pressa contre la gorge de son ennemi et dit « Je ne peux pas mourir ici. » Puis il appela Jin « Maintenant. » Elle visa et appuya sur la gâchette. Une forte détonation retentit, mais la balle toucha l'homme qui se tenait à côté de Don Gilles. Voyant cela, Don Gilles tourna son regard vers le tireur et pensa « Est-ce que ces rats me visent vraiment ?» Il fit immédiatement quelques pas en arrière, puis se retourna et courut, se cachant derrière ses camarades. Jin cria « Ce n'est pas encore fini » et tira à nouveau. Tout le monde autour se figèrent, tournant leur regard vers le directeur. La balle a quand même touché sa cible. Don Gilles a reculé de quelques pas tandis que ses coéquipiers le regardaient avec horreur. Il a regardé son ventre, a vu le sang couler rapidement de la blessure et est immédiatement tombé au sol. Cheyenne était heureux. Nous avons réussi. Quelqu'un de l'équipe bleue a demandé avec effroi, que se passe-t-il? Le manager est-il tombé? Jin interpella Cheyenne avec inquiétude et s'apprêtait à lui dire quelque chose lorsqu'elle se retourna soudainement et vit que Don Gilles était toujours en vie. Serrant les dents de douleur, il essaya de se relever en pensant, ces idiots de l'équipe rouge m'ont tous frappé. Je dois juste tenir encore un peu. Nous avons déjà gagné cette partie. Il a dit à ses coéquipiers, ne vous inquiétez pas pour moi. Attrapez simplement ce gamin. Si nous le tuons, c'est fini. Soudain, la pointe d'une épée apparut près de son cou. Jin dit froidement, c'est fini. Je sais que tu n'es pas le roi.
Maintenant, dis-moi où il est.